Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 91, deux nouvelles. Monde humain, Japon, Kuo. Après avoir salué Ria, Sona et leurs pères respectifs, James a appelé Flora, puis le groupe s'est réuni dans l'atelier d'art de James. Que se passe-t-il, James demanda Sehuchulin avec curiosité. Du calme, lancé, dit James en faisant signe à tout le monde de se calmer. Flora devrait bientôt arriver. Je lui expliquerai tout à son arrivée. Après quelques minutes d'attente, Flora arriva enfin. Après qu'elle se fut assise, James expliqua pourquoi il avait réuni tout le monde. J'ai convoqué tout le monde ainsi pour deux raisons, dit James en levant la main droite à hauteur d'épaule. Serrant le poing, James leva l'index et poursuivit. D'abord, j'ai décidé d'ajouter Shuna et Shion à ma noblesse. En entendant cela, Shuna poussa un soupir de soulagement. Puis, elle esquissa un sourire radieux. Shion, quant à elle, était plus heureuse pour Shuna que pour elle-même. Récemment, Shion avait enfin compris que renoncer à son serment de loyauté était différent de trahir Shuna. Au contraire, elle était plus proche d'accepter davantage de personnes dans son cercle de protection. Et elle avait fini par apprécier sincèrement la noblesse de James au cours des 3 mois qui avaient suivi son départ de Kyoto. Félicitations, Shuna et Shion, dit Misor en se jetant sur les deux Oni avant de les serrer dans ses bras. Félicitations et bienvenue dans notre famille, a déclaré Moka avec un sourire. Flora, sans un mot, se joignit à Misor pour serrer dans ses bras les deux nouveaux membres de la pairie. Tous acquiescèrent d'un signe de tête. Puis, James leva la main, paume vers le haut, vers l'Oni. Voyant cela, les filles les libérèrent de leur étreinte. Shuna et Shion s'avancèrent. Dès qu'ils furent devant lui, James tendit la main vers Shuna. Shuna, ton talent en Yujutsu et en Sanjutsu de guérison te rend parfait pour le second rôle d'évêque dans ma pairie. Tandis que James parlait, une pièce d'évêque apparut flottant au-dessus de sa paume tendue. Puis, sans hésiter, James prit la pièce maléfique et la pressa contre la poitrine de Shuna. Fermant les yeux immédiatement, Shuna ressentit les changements dans son corps en temps réel. Au bout de quelques minutes, une paire d'ailes de chauve-souris jaillit du bas de son dos. Ouvrant les yeux peu après, Shuna produisit une boule de feu dans sa paume. Puis, après avoir éteint les flammes, elle se couvrit le corps de son Tuki. Après s'être assurée que tout était en ordre, elle tourna son attention vers James, qui lui souriait. Félicitations, Shuna, dit James avec un sourire. Je te souhaite la bienvenue dans notre famille. Merci de m'avoir accepté, James-sama, dit Shuna en lui souriant en retour. Tu ne devrais pas me remercier, Shuna, dit James, son sourire s'adoucissant. Tu l'as mérité par tes actions. Voyant le doux sourire de James, Shuna rougit et baissa la tête. Clochard, 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 quelqu'un d'autre mord la poussière, chanta Flora en voyant la réaction de Shuna. Tout le monde dans la salle rit de la provocation de Flora. Shuna, quant à elle, rougit encore plus. Au bout d'un moment, James s'éclaircit la gorge et poursuivit. Shion, ta force physique brute et ta volonté de protéger te rendent parfait pour le rôle de tour dans cette pairie, dit James en tendant la main. Une pièce de tour apparut flottant au-dessus. Comme avec Shuna, James prit le morceau maléfique et le pressa contre la poitrine de Shion. Et comme Shuna, quelques instants plus tard, les ailes démoniaques de Shion jaillirent du bas de son dos. Après avoir perçu les changements dans son corps, le sourire de Shion s'élargit encore plus. En tant que garde personnelle, bien qu'elle ait toujours considéré Shuna comme chère, Shion savait qu'elle ne pourrait jamais être véritablement son amie. Cependant, désormais, elles étaient égales. Non seulement cela ne diminua pas son désir de protéger Shuna, mais sa détermination s'accrut. Protéger une amie était infiniment plus important pour elle que protéger une cible protégée. Et ce nouveau désir de protection s'étendit à tous les membres de la noblesse de James. Félicitations, Shion, dit James avec un sourire, détournant l'attention de Shion des changements survenus dans son corps. Bienvenue dans la famille. Sur ce, le sourire de Shion s'illumina. Le reste du groupe la félicita, tout comme Shuna. Puis, après quelques instants, James reprit la parole. Shuna, je pense que ce serait bien pour toi d'aller à l'école, dit James en tournant son attention vers Shuna. Si c'est ce que tu penses être le mieux, alors je le ferai, dit Shuna en hochant la tête. Soupir, mais il va falloir qu'on travaille sur cette attitude trop respectueuse, dit James en secouant la tête. Puis, après un moment, il poursuivit, je parlerai à Sona de ton transfert à la nouvelle année scolaire après les vacances. Compris. Shuna hocha la tête. Shion, j'aimerais que tu aides Lancé, Dante et Lady à surveiller les êtres surnaturels qui arrivent en ville pendant que nous sommes tous à l'école. Compris, James-sama, dit Shion avec enthousiasme, la main levée. Et nous devrons travailler sur. Bon, ça ne servira probablement pas à grand-chose de toute façon, dit James, exaspéré après s'être rappelé à quel point Shion pouvait être incontrôlable lorsqu'elle était excitée. Après quelques instants, Dante montra des signes évidents d'impatience. Puis, incapable de se contenir plus longtemps, il parla. Nous pouvons passer à autre chose maintenant, dit Dante, appuyé contre le mur, les bras croisés. Oui, je pense que le temps des bonnes nouvelles est révolu, dit James avec un sourire narquois. Mais cela pourrait être l'occasion idéale de faire d'une pierre deux coups. James, de quoi parles-tu demanda Moka d'un ton sérieux.
Ouais, arrête d'essayer d'être si mystérieux, ajouta Seu Chulin. Tous les autres regardèrent James, attendant de savoir à quoi il faisait référence plus tôt. Puis, James tourna son regard vers Mysore. Eh bien, Dante vient de m'apporter une nouvelle qui m'aidera à tenir la promesse que je t'ai faite il y a 7 ans, Mysore, dit James d'un ton sérieux. En entendant cela, les yeux de Mysore s'écarquillèrent. Puis, son expression se transforma peu à peu en colère et en malice. Puis, les larmes aux yeux, Mysore prit la parole. C'est ce que Dante voulait dire quand il vous a dit qu'il les avait trouvés, demanda Mysore d'une voix basse, presque impassible. Exactement, dit James avec une expression solennelle. Après avoir élevé Dante à la noblesse, je lui ai confié la tâche de découvrir qui a détruit le village de Yukiona. En entendant cela, tous les participants affichèrent des expressions similaires à celles de James. Ayam, Shuna et Shion exprimaient également une grande colère. Toute la communauté Yoke fut indignée d'apprendre l'extermination d'une de leurs tribus. Un de mes contacts en Amérique du Nord m'a récemment contacté, dit calmement Dante. Ils ont trouvé des preuves de l'existence d'un centre géré par des anges déchus dans la région la plus septentrionale de la péninsule d'Alaska. Comment savons-nous que c'est bien l'établissement que nous recherchions, demanda Ayam, envisageant déjà de s'infiltrer pour vérifier si c'était le bon endroit. Ne t'inquiète pas, dit Dante en lui faisant signe de partir d'un geste dédaigneux. Lady et moi sommes déjà allés vérifier ces derniers jours. Il y a encore des Yukiona en vie. C'est pour ça qu'on en est si sûr. En entendant cela, Mysore était ravi. Les autres anciens Yoke étaient également ravis. Moka et Flora la serraient dans leurs bras, heureuses de la bonne nouvelle. James et Seu Chulin, en revanche, froncèrent les sourcils tandis que tous les autres se réjouissaient. Tu es parti sans me prévenir, demanda James d'un air encore plus solennel. Ouais, il y a un problème, demanda Dante, remarquant le changement d'humeur de James. Tu as raison, c'est vrai, dit James avec colère. Dante, je ne cherche pas à minimiser tes capacités. Mais as-tu déjà envisagé un problème? De quoi parles-tu? Demanda Dante en fronçant les sourcils. Essaies-tu de dire qu'on risque de se faire prendre? Tu rabaisses. Avant que Dante ait pu terminer, James le souleva soudain du sol et apparut devant lui d'un flash step. Fixant Dante droit dans les yeux, les contours roses foncés de ses pupilles brillèrent de manière menaçante. Dante, je sais que tu es fort. Bon sang, je sais probablement mieux que quiconque à quel point tu es fort, dit James avec colère. Mais es-tu assez fort pour combattre un groupe d'anges déchus et réussir à t'échapper? Bien sûr que je le suis, dit Dante sans hésitation. Tu dis donc que tu pourrais m'échapper si j'étais déterminé à t'empêcher de partir, demanda James à Dante en le regardant dans les yeux. Voyant tout cela, le reste du groupe resta silencieux. Seu Chulin secoua même la tête. L'excès de confiance de Dante aurait pu avoir de graves conséquences cette fois-ci. Depuis qu'il avait atteint le plus haut rang, son assurance s'était peu à peu muée en suffisance. D'accord, admettons que ce soit vrai, dit James, sans laisser à Dante le temps de répondre. Pourrais-tu t'échapper d'un tableau avec Lady? Elle est haut placée, maintenant, n'est-ce pas? Cette fois, Dante resta silencieux, non pas parce qu'il avait été interrompu, mais parce qu'il était incapable de répondre. Je ne peux pas répondre à cette question, n'est-ce pas? Demanda James avec condescendance. Dante, madame, non seulement s'est mise en danger inutilement, mais elle aurait pu déclencher une guerre ouverte entre factions si elle avait été prise. Après cela, Jacques libéra Dante de son emprise. Dante tomba à terre. Sous le choc des paroles de Jacques, il ne put que s'asseoir et baisser la tête. Le reste de la noblesse le regarda avec inquiétude. Jacques, quant à lui, se tourna vers les autres membres de sa noblesse. Il semble que Lancé ne soit plus le membre le plus stupide de ma pairie, dit James d'un ton sévère. Et cria Seu Chulin en signe de protestation. Il est peut-être vrai que Dante a rapporté des informations très précieuses, dit James, ignorant la protestation de Seu Chulin. Mais je tiens à ce que chacun se souvienne que votre sécurité est ma priorité absolue lors de missions comme celle-ci. Vous ne tolérerez pas de vous mettre inutilement en danger. Compris, répondirent-ils tous avec sérieux. James se tourna ensuite vers Dante. Dante, je ne te dis pas de ne pas prendre de risques, dit James en regardant Dante, toujours assis par terre. Mais prendre des risques qui mettent tes camarades en danger ne sera pas toléré. Si tu comprends, lève-toi. Nous avons des projets à discuter et des personnes à contacter. Finalement, Dante se releva. Il n'était visiblement pas revenu à la normale. Cependant, en tant que mercenaire professionnel, il était encore capable d'accomplir sa mission. James se tourna alors vers le reste du groupe. Mysore, je sais que tu es anxieux. Mais si on doit le faire, faisons-le bien, dit James d'un ton ferme. Je sais, dit Mysore en serrant les poings. Bien, répondit James avec un hochement de tête, puis il commença à aboyer des ordres. Moka, contacte Ria. Transmets-lui les informations que Dante a apportées. Flora, fais de même avec Sona. Shuna, j'ai besoin que tu contactes Yasaka à ce sujet. Compris, répondit Moka avant de quitter la pièce pour contacter Ria. Ok, dit Flora en partant prévenir Sona. Ne serait-il pas plus judicieux pour vous de contacter Dame Yasaka, James-sama, demanda Shuna avec curiosité. Normalement, oui, admit James en hochant la tête. Malheureusement, ils ont besoin de moi pour planifier l'infiltration, l'attaque et le sauvetage une fois arrivés au complexe. De plus, nous avons besoin de 2 plans.
Deuxièmement, pourquoi, demanda Shuna avec curiosité. Nous avons besoin de plans pour obtenir l'autorisation de participer ou non à cette mission. Compris, répondit Shuna, compréhensive. Je vais contacter Dame Yasaka immédiatement. Dès que Moka, Flora et Shuna furent partis contacter Ria, Sona et Yasaka respectivement, James se tourna vers ceux qui restaient dans la pièce. Il appela d'abord Mizore à se rapprocher. Puis, lorsqu'elle fut suffisamment proche, James la prit sur ses genoux et lui caressa la tête pour la calmer. Mizore, nous ferons tout notre possible pour sortir ces Yuki-onna en toute sécurité, dit James d'un ton doux. Je veux que tu restes calme et que tu suives le plan que nous avons établi pour y parvenir. Je sais, dit Mizore en serrant les dents. Mais ça fait tellement d'années que je me suis échappé. Je sais, dit James en continuant de caresser la tête de Mizore. Et j'ai dit que je te mettrais en position de te venger de tes propres mains, pas vrai? Soupir, je comprends, James, dit Mizore en baissant la tête. Je te fais confiance, à toi et au reste de la noblesse. En entendant cela, James sourit et serra Mizore fort dans ses bras. Puis, il reporta son attention sur les autres. Lancez, Dante, Lady et Ayam, nous devons nous préparer aux 2 scénarios évoqués plus tôt, dit James d'un ton beaucoup plus froid. Si nous obtenons la permission, nous devrions nous préparer à la capture et au sauvetage. Sinon, nous devons trouver le moyen le plus efficace d'exterminer les corbeaux et leurs subordonnés avant de secourir les Yuki-onna survivantes. En entendant cela, le groupe de 5 commença à élaborer des plans d'action tandis que Mizore, assise sur les genoux de James, tentait de maîtriser ses émotions. Pendant ce temps, une personne, sans tâche à signer, se tenait simplement au milieu du bureau de James. Que dois-je faire, pensa Shion, confuse. Chapitre 92, Effraction dans l'établissement. Monde humain, États-Unis, Alaska. 4 jours se sont écoulés depuis la mort de Dante et Lady sur le site du complexe des anges déchus où Yuki-onna était soumise à des expériences. Bien que James ait demandé à ses pairs d'informer leurs supérieurs au plus vite, le Conseil du Diable n'a toujours pas pris de décision. Pendant ce temps, les Grigori ont nié toute implication dans l'enlèvement de Yuki-onna au village de Yuki-onna. Ce que James et ses pairs ne comprennent pas, c'est, si les Grigori nient leur implication, pourquoi le Conseil refuse-t-il d'aider les Yokai? La réponse malheureuse à cette question est que le Conseil ne veut pas qu'un demi-démon s'attribue le mérite de l'acte. Suite aux protestations de Yasaka, James s'est vu attribuer la mission de protection de Kunu, au lieu des héritiers des maisons Gremory et Citri. Avec d'autres talents de ce niveau, il serait éligible à une promotion au rang de diable de classe ultime. Ce maudit conseil, dit Seu Chulin en fronçant les sourcils tandis que James et Dante traversaient un blizzard pour se rendre au centre de recherche des anges déchus. Je ne serais pas surpris qu'ils refusent parce qu'ils ont eu une idée stupide, comme affaiblir la force de combat des Yokai. Non, c'est probablement parce qu'ils veulent éliminer le plus de Yokai possible, dit Dante d'un ton malicieux. C'est pour ça que papa m'a trompé. Tu as probablement raison, Dante, dit Seu Chulin en ajustant la capuche de sa cape. Zut, cette neige se répand partout. Ce n'est pas que j'ai froid. Mais j'en ai marre d'avoir les cheveux mouillés. De toute façon, personne ne veut t'entendre te plaindre, dit Dante en fronçant les sourcils. Puis il reporta son attention sur James, qui n'avait toujours pas parlé. Au fait, pourquoi es-tu si silencieux, James? Pourquoi penses-tu que le conseil traîne les pieds? Oh, c'est simple, dit James avec dédain, ignorant que la supposition qu'il allait faire était vraie. Ils sont probablement contre moi, un demi-démon, qui m'attribue le mérite d'avoir sauvé la Yuki-onna. Et même s'il décidait de reconnaître le mérite de celui qui a découvert le complexe, il devrait le remettre au fils demi-démon du plus grand traître des enfers. Maintenant que tu le dis, c'est tout à fait logique, dit Seu Chulin, surpris. Plutôt que de se faire des alliés pour leur faction, ils préfèrent tenir en échec quelques demi-démons. À quoi pensent ces idiots? Après que Seu Chulin eut terminé sa phrase, James et Dante se figèrent et le regardèrent avec étonnement. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Demanda Seu Chulin, se sentant comme subtilement insulté. Les choses doivent vraiment être déréglées si Seu Chulin peut légitimement traiter quelqu'un d'idiot, dit Dante avec un étonnement fin dans son ton. Je suis vraiment surpris qu'il m'ait suivi, dit James avec un sourire ironique. Lancé est généralement le premier à se laisser distraire quand on parle de politique. Va te faire foutre, Dante. Seu Chulin rugit de colère. Le reste du trajet jusqu'au complexe fut donc rythmé par les sons des 3 jeunes hommes en train de jouer. Jusqu'à leur arrivée, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'un trio ordinaire en quête de sensations fortes. Malheureusement, le plaisir fut de courte durée. Le trio, dissimulé, s'arrêta à 50 mètres de l'entrée principale du complexe. Bon, les gars, vous vous souvenez du plan? Demanda James d'un ton solennel. Oui, répondit Dante. Combien de fois comptes-tu me le demander? On amène les gardes à l'entrée aussi vite que possible, puis on laisse la place au reste de l'équipe pour se téléporter, répondit Chulin en levant les yeux au ciel en direction de Dante. L'impatience de Dante mise à part, c'est exact, dit James, une main posée sur le poignet d'Oshiru Sakura. Puis il dégaina son épée et poursuivit, je vais agir en premier, car j'ai l'attaque à distance la plus discrète. Déployez-vous, sans bons Sakura. Dès que les mots déclencheurs furent prononcés, l'épée d'Oshiru Sakura se brisa en feuilles en forme de pétales de cerisier. Mêlée à la neige abondante, les pétales étaient pratiquement invisibles. Puis, un à un, les gardes entourant l'entrée tombèrent pour ne plus jamais se relever.
Pendant ce temps, Seu Chulin et Dante s'employèrent à éliminer les gardes cachés autour du complexe. C'était plus facile que je ne le pensais, dit Seu Chulin en fronçant les sourcils. Drapeau levé, dit James avec indifférence. Je pense que c'était le cas, dit Seu Chulin en haussant les épaules. S'ils avaient été aussi forts que tu l'imaginais, il aurait été plus difficile de les forcer à l'époque, n'est-ce pas, répondit Dante. Je pense que tu as raison, dit Seu Chulin. Bref, entrons, dit James. Une fois à l'intérieur, contacte les autres, lancez. Je comprends, répondirent simultanément Seu Chulin et Dante. Sur ce, Dante ouvrit une brèche dans l'entrée, visiblement verrouillée. Lorsque le trio entra, la première chose qu'ils remarquèrent fut une alarme stridente. S'ils ne savaient pas que nous étions là avant, je suis sûr qu'ils le savent maintenant, dit James nonchalamment. Après avoir répandu sa perception dans tout le complexe, James perçut chaque présence. Ce faisant, il fronça les sourcils. Au même moment, Seu Chulin avait déjà contacté le reste de la noblesse. Peu après, un cercle magique de téléportation apparut au sol derrière eux. Qu'est-ce qui ne va pas, James demanda Mysore une fois le cercle magique terminé. Pourquoi es-tu si silencieux? Je ne perçois qu'un groupe de faibles et un corbeau à 8 ailes, dit James avec curiosité. De plus, il n'y a que 12 Yuki-onna ici. Seulement 12, demanda Shuna, choquée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il faudrait trouver quelqu'un qui le sache, dit James en observant les déplacements de chacun dans le complexe. Il faut agir maintenant. Tout le personnel du complexe se dirige vers l'endroit où sont retenus les Yuki-onna. Sur ce, James disparut de la scène en utilisant Flash Step. Sachant que ses pairs ne pourraient pas le suivre, James décida de cesser de dissimuler sa présence, ce qui servait deux objectifs. Premièrement, faciliter la tâche au reste du groupe. Deuxièmement, mettre la pression sur les anges déchus. Finalement, James arriva dans la pièce où Yuki-onna était piégé, juste au moment où les anges déchus ouvraient la porte. Profitant de cet avantage, James Flash Passed dépassa l'ange déchu à 8 ailes et apparut dans la pièce entre Yuki-onna et les anges déchus, Oshiru Sakura à nouveau dessiné. En voyant l'intrus, les anges déchus et Yuki-onna furent choqués. Cependant, ce jeune homme semblait protéger Yuki-onna, ce qui, bien sûr, mit les anges déchus en colère. « Mais qui es-tu, gamin » hurla un ange déchu à 6 ailes en voyant James les empêcher d'atteindre la Yuki-onna. « Mec, pourquoi as-tu l'air si en colère » répondit James en souriant. « En fait, ils m'ont demandé de retrouver ces femmes. Elles ont disparu depuis environ 8 ans, à peu près. » Le même ange déchu à 6 ailes ricana simplement en guise de réponse. « Juste un métis. J'imagine que votre conseil voulait s'en débarrasser par des moyens apparemment légitimes, hein ?» En entendant cela, James haussa un sourcil. Pensant qu'il aimerait en savoir plus, James décida que cet idiot pourrait vivre encore un peu. « Arendelt, tais-toi » aboya l'ange déchu à 8 ailes. Puis il tourna son attention vers James et parla. « Tu dois savoir que tes actions pourraient déclencher une guerre ouverte entre nos factions, n'est-ce pas? Si tu pars, nous ne le signalerons pas au Grigori. » Soupir, tu es bien plus intelligent que cet idiot à 6 ailes à côté de toi, dit James en pointant son épée vers l'ange déchu qu'il avait insulté plus tôt. Cependant, sache que nous savons ce qui se passe dans ce complexe depuis plus d'une semaine. Quoi? S'exclama l'ange déchu aux 8 ailes, horrifié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, absolument, répondit James avec un sourire. Nous avons déjà informé Grigori de tout ça. Devinez ce qu'ils ont dit quand nous avons posé des questions sur vous tous. Alors que le sourire de James s'élargit alors qu'il se tenait devant le groupe d'anges déchus, le visage de l'ange déchu aux 8 ailes pâlit. Qu'est-ce que ça peut faire? Hurla de nouveau Arendelt, l'ange déchu bavard à 6 ailes. Il est seul et ce n'est qu'un sale gosse. Si on le tue, il n'y aura aucun problème. Sur ce, le silence se fit dans la pièce. Les 19 autres anges déchus ne pouvaient que fixer Arendelt comme un idiot parmi tant d'autres. Puis, l'ange déchu aux 8 ailes sentit un regard se poser sur lui. Lorsqu'il le suivit jusqu'à la fontaine, il trouva James qui le fixait avec pitié. Sans même avoir posé la question, l'ange déchu aux 8 ailes comprit exactement ce que signifiait ce regard pitoyable. Soupir, avoir un subordonné aussi stupide mérite vraiment un regard de pitié, pensa l'ange déchu à 8 ailes. Après quelques instants de silence gêné, Arendelt comprit enfin que quelque chose n'allait pas. Puis il découvrit de quoi il s'agissait. L'être le plus fort dans la pièce n'était pas son supérieur, l'ange déchu à 8 ailes qui se tenait à ses côtés. C'était plutôt le gamin sans mêlée qui se tenait devant lui. On dirait qu'il a compris, dit James avec un sourire narquois. En voyant ce sourire, les anges déchus désespérèrent. Puis, ils entendirent tous des pas s'approcher derrière eux. Lorsqu'ils se retournèrent, ils virent un groupe de démons, tous aussi forts, sinon plus, que leurs supérieurs. Voilà le marché, dit James d'une voix chantante. Certains d'entre vous survivront et seront arrêtés. Et d'autres mourront. En entendant cela, tous les anges déchus présents grinçaient des dents. Finalement, Arendelt ne put s'empêcher de crier sur James. Et qui es-tu pour décider qui de nous deux vit ou meurt, hurla Arendelt, hystérique. Oh, je crois que tu as mal compris. C'était quoi ton nom déjà? Ara. Ara, dit James, avant d'abandonner le nom de l'ange déchu aux 6 ailes. Puis, James haussa les épaules et poursuivit. Ara, ça devrait suffire.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas moi qui déciderai de ta vie ou de ta mort. Mais eux, si. Sur ce, James pointa le pouce de sa main gauche par-dessus son épaule. Derrière lui, bien sûr, se trouvait Yuki Onna, capturé. Et maintenant qu'il sentait la liberté proche, il s'était excité et prêt à voir le sang des anges déchus. Mais avant ça, Mizor, pourquoi ne viens-tu pas ici, demanda James. En entendant le nom que James venait de prononcer, la Yuki Onna derrière lui fut surprise. Mizor? Shireyuki Mizor, demanda l'une des Yuki Onna les plus mal en point. Bien que la voix soit très faible, Mizor, qui était déjà en route pour rejoindre James, réussit à l'entendre. Kaasan? Demanda Mizora, incrédule. Puis, Mizor accéléra le pas. Arrivée au groupe de Yuki Onna, elle aperçut des visages familiers. Même s'ils paraissaient un peu plus âgés et usés, c'étaient des personnes qu'elle connaissait et auxquelles elle tenait. Puis, après avoir scruté les visages familiers un instant, Mizor trouva la voix qui lui avait été attribuée. Des larmes coulèrent alors de ses yeux. Mizor Seachan, la Yuki Onna, qui ressemblait à une femme d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, partit lorsqu'elle put clairement apercevoir Mizor. Avant que la réunion ne dure trop longtemps, James l'interrompit. « Je suis désolé, mesdames, je ne veux vraiment pas interrompre votre réunion. Croyez-moi, je vous prie, dit James avec sincérité. Cependant, nous devons faire ce pourquoi nous sommes venus ici avant d'en arriver là. » En entendant James, Mizor s'arrêta et se débattit un instant. Puis elle s'approcha de James et se plaça à ses côtés. Après cela, elle observa le groupe d'anges déchus. Puis elle commença à nommer les coupables. Il, elle, il, et lui, dit Mizor, des flammes de colère brûlant dans ses yeux. Puis elle tourna son regard vers l'ange déchu à 8 qui menait le groupe. Et ce fils de pute était le chef des salauds de corbeaux qui ont tué ou kidnappé des membres de mon village. Après que Mizor eut souligné le malheur des responsables de sa mort et de celle de son village, elle se tourna vers James et le serra dans ses bras. Incapable de retenir ses larmes, elle pleura dans son étreinte. Puis, d'un ton plus froid que celui de la toundra à l'extérieur du complexe, James prit la parole. « Tuez tous ceux que Mizor a désignés. »« Oh, sauf le chef et ce type, » dit James en désignant Arandelt. « Je le veux vivant pour extraire des informations. Éliminez tous les autres de manière non mortelle. Nous les livrerons à la faction Yoke de Kyoto. » Sur ce, Seu Shulin, Moka, Dante, Lady, Flora et Shion passèrent à l'action. Shuna, quant à elle, alla voir Yuki Onna et fit tout son possible pour les soigner. Quelques minutes plus tard, tous ceux qui étaient condamnés à mort étaient morts. Et ceux qui étaient recherchés vivants étaient inconscients, à l'exception du chef du centre de recherche. Chapitre 93, se débarrasser d'un fardeau. Monde humain, États-Unis, Alaska. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce type, demanda Dante en montrant la rébellion à l'ange déchu aux 8 ailes. Oh, lui, demanda James en regardant l'ange déchu restant. C'est la proie de Mizor. En entendant cela, tous regardèrent Mizor, puis le groupe de Yuki Onna derrière James, et enfin l'ange déchu. Puis, comme s'ils s'étaient mis d'accord, ils hochèrent la tête simultanément. Allons, Mizor, dit James en posant la main sur l'épaule de la jeune fille. Je te l'ai promis, n'est-ce pas? Si tu utilises ce que tu as, tu seras assez forte pour te venger. Mizor fusilla du regard l'ange déchu aux 8 ailes tandis que James parlait. À ces mots, son expression furieuse se transforma en celle d'une guerrière. Bien qu'elle fût encore furieuse de ce que cet ange déchu lui avait fait subir, à elle et à son peuple, la fureur ne la contrôlait plus. Seules les innombrables heures d'entraînement qu'elle avait accumulées depuis le jour où James l'avait sauvée influençaient ses actions. Alors que Mizor prenait position, James reprit la parole avant le début du combat. « Et, toi, dit James, attirant un regard impuissant de la part de l'ange déchu. Puis, avec un sourire moqueur, il poursuivit, « Si tu parviens à la vaincre, tu survivras aujourd'hui. Tu ne t'échapperas pas, mais au moins tu vivras. » En entendant cela, l'ange déchu jeta un regard sceptique dans la direction de James. « Mais si elle gagne, je doute qu'il y ait la moindre chance, » dit James avec un sourire diabolique. « Alors je te conseille de tout donner. » Pendant ce temps, parmi le groupe de Yuki Onna, la femme guérie par Shuna, la mère de Mizor, ne pouvait s'empêcher de demander à Shuna. « Pourquoi encourages-tu cet ange déchu ?» demanda la mère de Mizor, mêlée de confusion et de colère. « Shireyuki-san, calmez-vous, s'il vous plaît, dit Shuna avec un sourire rassurant. Si vous pouviez voir son visage, vous verriez que James Sama provoque l'ange déchu. Il lui donne de faux espoirs, si vous le pouviez. Voyez-vous, Mizor-san est très forte. A-t-elle vraiment autant grandi demanda la mère de Mizor, la voix étonnée. Puis, l'attention de tous étant focalisée sur les deux combattants, Mizor fonça sur son ennemi. Au même moment, l'ange déchu déploya ses 4 paires d'ailes aux plumes noires et forma une lance de lumière d'un gris étrange. Une fois la lance formée, elle la lança sur Mizor et répéta l'opération 2 fois de plus. Alors que les lances volaient vers Mizor, elle réalisa que si elle les esquivait, elles atterriraient parmi le groupe de Yuki Onna. Avant qu'elle ait le temps de s'inquiéter, elle entendit la voix de James derrière elle. « Dispersez-vous, sans bons Sakura. » Puis, juste après la rupture d'Oshiru Sakura, les feuilles en forme de pétales ont formé une barrière entre la bataille et le groupe de Yuki Onna. « Ne t'inquiète pas pour sa sécurité, Mizor, dit James avec assurance. Tu peux tout faire,
et je veillerai à ce qu'aucune Yuki-onna ne soit blessée à cause de cet idiot. Être traité d'idiot fit froncer les sourcils à l'ange déchu. Cependant, il n'eut pas le temps de s'y attarder. Il dut se préparer à un combat rapproché avec le démon réincarné et souriant qui fonçait sur lui. Si l'ange déchu n'appréciait pas la déclaration de James, Mizore, elle, était ravie. Apprendre que James assurerait la sécurité de son peuple lui permit de se détendre. Puis, soulagé, sa puissance démoniaque se répandit plus facilement dans son organisme. Sa vitesse augmenta alors. Mizore créa alors des griffes de glace pour recouvrir ses mains et gela instantanément le sol de la grande salle. Sifflement, bon sang, dit Dante en sifflant. Elle va bientôt percer. Cela a du sens, dit Seu Chulin, sa lance, Gaebolg, posée sur son épaule. Que voulez-vous dire, demanda la dame avec curiosité. Plus rien ne vous retient, et votre corps peut enfin utiliser à bon escient toute l'énergie gaspillée par les soucis du passé, expliqua patiemment Seu Chulin en regardant la bataille. Au même moment, Mizore et l'ange déchu échangeaient des attaques rapides. Tout en esquivant les lances de lumière de l'ange déchu, Mizore envoyait des projectiles de glace à distance. Utilisant la glace au sol pour accroître sa vitesse, elle tournait autour de la pièce, utilisant ses griffes pour infliger des blessures tranchantes à courte portée au passage de l'ange déchu. Et chaque fois que l'ange déchu s'élevait vers le ciel, Mizore matérialisait d'énormes rochers de glace au-dessus de lui. Maudite femme des neiges, rugit l'ange déchu, furieux. Comment es-tu devenue si forte? Sans réagir à l'ange déchu, désormais mentalement instable, Mizore poursuivit son attaque et sa défense méthodique. Peu à peu, son adversaire se couvrit de nombreuses blessures de tailles diverses. Finalement, à cause de la perte de sang, il fut trop lent pour éviter une attaque fatale. Un instant plus tard, Mizore retrouva plus de la moitié de son bras empalé sur l'ange déchu devant elle. Dans la main qui sortait de son dos se trouvait un cœur ensanglanté. Bon sang. Tous, comment un humble démon réincarné a-t-il pu me vaincre, dit l'ange déchu en toussant du sang. Ça n'a plus d'importance, dit Mizore calmement. Tu ne feras plus jamais de mal à Yuki-onna. Mizore retira alors son bras de la poitrine de l'ange déchu, lui brisant le cœur au passage. Après cela, elle se retourna et marcha calmement vers James. Après que Mizore eut fait quelques pas loin du cadavre encore debout, de fines pointes de glace jaillirent de tout son corps. Dur, s'écria Dante, tout excité. Ignorant Dante, le reste du groupe s'approcha de James. Tu as fait du bon travail, Mizore, dit James en lui caressant la tête. Au lieu de répondre, Mizore entoura James de ses bras et enfouit sa tête contre sa poitrine. Souriant doucement, James continua de lui caresser la tête. Après quelques instants, James prit la parole. Je ne me plains pas du câlin, mais je pense qu'il y a quelqu'un que tu devrais serrer plus dans tes bras que moi en ce moment, a déclaré James avec un sourire. En entendant cela, Mizore leva la tête. Ce faisant, elle vit que James fixait quelque chose. Suivant son regard, Mizore aperçut sa mère, presque guérie de ses blessures. Voyant l'état de sa mère, Mizore se mit à pleurer encore plus fort. Puis, la vue brouillée par les larmes, elle s'avança d'un pas hésitant vers elle. Kaasan, murmura Mizore en s'approchant de sa mère. Mizore-chan, dit la mère de Mizore, les yeux également remplis de larmes. Finalement, les deux Yuki-onna s'étreignirent. Ce faisant, des larmes de joie coulèrent. Puis l'autre Yuki-onna se joignit à elle, transformant l'étreinte mère-fille en une étreinte collective. Pendant ce temps, James discutait avec le reste de sa noblesse. Je suis si heureuse d'être arrivée avant qu'il ne soit trop tard, dit Moka, les yeux commençant à pleurer. Oui, même si je ne suis toujours pas content du risque que Dante a pris en s'infiltrant seul, j'en suis reconnaissant, dit James en regardant Dante. Dante renifla simplement en détournant la tête du regard reconnaissant de James. Zut, c'est dégoûtant, dit Seu Chulin en fronçant les sourcils. Les hommes tsundere ne sont pas mignons, ils me font flipper. En réponse à la déclaration de Seu Chulin, tout le monde hocha la tête simultanément. Le fils de Sparda, tsundere, est un surnom tout à fait approprié, dit Shuna, compréhensive. Chion acquiesça d'un signe de tête. Pendant ce temps, Dante était visiblement furieux d'être traité de tsundere. Maudits soyez-vous tous, hurla Dante avec colère, provoquant un éclat de rire général. Dès que les rires s'apaisèrent, Dante reprit la parole. On verra si je peux faire quelque chose pour vous aider à l'avenir. Oh, s'exclama James avec un sourire. Puisque tu faisais ça uniquement pour aider Mizore, je garde l'argent pour ce raid. J'attends aussi un remboursement pour la mission de recherche. En entendant cela, Dante pâlit rapidement. Allons, allons, allons. James, ne disons ni ne faisons rien que nous pourrions regretter plus tard, dit Dante avec le sourire le plus laid qu'il ait jamais vu. Dante, crois-tu vraiment que je vais regretter ça, demanda James avec un sourire amical. D'ailleurs, je n'en suis pas sûr, mais j'ai l'impression que tu me menaces. Une fois de plus, la pairie de Jacques, sans Mizore, sourit du malheur qui allait s'abattre sur Dante. Dante, lui, transpirait nerveusement. Puis Jacques reprit la parole. Alors, où en es-tu de rembourser la dette des réparations de l'atelier d'il y a 2 ans, demanda James en souriant. Je suppose que je demanderai à maman à ce sujet à notre retour. James, mon vieil ami, tu sais que je plaisantais en disant que je ne vous aiderai plus à l'avenir, n'est-ce pas, dit Dante en se précipitant vers James et en lui passant un bras autour des épaules. Et bien sûr, je ne te ferai pas payer pour avoir aidé Mizore à retrouver sa famille.
Secouant la tête, James sourit. Bien sûr que je le savais, dit James. Alors, j'attendrai ce remboursement à notre retour à Kuo. Sachant que c'était le mieux qu'il pouvait obtenir après son erreur, Dante soupira et hocha la tête. Peu après, Mizore et le reste des Yuki-onna s'approchèrent du groupe de jeunes démons adultes. À leur approche, Mizore parla avec un magnifique sourire. Tout le monde, permettez-moi de vous présenter ma mère, Shireyuki Tsurara, dit Mizore en lui prenant la main. Et, mère, permettez-moi de vous présenter James et sa noblesse. Mizore présenta ensuite Tsurara aux membres de la noblesse de James, en commençant par sa meilleure amie, Moka. Une fois tous les membres présentés par leur nom et leur fonction, Mizore présenta enfin James. Et enfin, et surtout, voici notre roi, James Alavru, dit Mizore en lâchant la main de sa mère et en courant à ses côtés. Après avoir enlacé le bras gauche de James, Mizore poursuivit, et l'homme que j'aime et avec qui j'espère passer le reste de ma vie. En entendant cela, tous les yeux de Yuki-onna s'écarquillèrent. Sauf ceux de Tsurara, bien sûr. Au lieu de s'écarquiller, ses yeux se plissèrent tandis qu'elle examinait James de haut en bas. Pas mal. Pas mal, dit Tsurara en se léchant les lèvres. Il a l'air d'être un mari formidable. Sentant que quelque chose n'allait pas, James fut le premier à parler. Tu sais, peu importe à quel point je suis effronté, si tu me regardes aussi fort, même moi je rougirai, dit James, essayant de changer l'atmosphère. Oh, Mizore-chan ne t'a jamais parlé de la culture Yuki-onna, demanda Tsurara en souriant. Elle m'a dit que les Yuki-onna étaient monogenres et généralement. Ah merde, dit James, réalisant ce qui se passait. En fait, la tribu Yuki-onna a tendance à partager ses hommes. Si elle trouve un homme doté de gènes suffisamment bons, il peut devenir le mari de toute la tribu. Cela peut sembler un rêve masculin, mais la plupart des hommes ne survivent pas assez longtemps pour l'apprécier. À cause du froid et du nombre de femmes à satisfaire, la plupart des hommes, généralement des humains normaux, que rencontrent les Yuki-onna meurent d'épuisement au bout de quelques jours. Voyant la panique sur le visage de James, Tsurara finit par abandonner. Elle l'aurait fait si James avait été disposé à le faire. Sans laisser paraître sa déception et pensant à parler à sa fille pour savoir si elle avait une chance, Tsurara rit et reprit la parole. Je plaisantais, dit Tsurara en souriant. Je voulais juste voir ton expression quand tu comprendrais ce que je voulais dire. En regardant Mizore après avoir vu le sourire moqueur sur son visage qui correspondait à celui de Tsurara, James sourit avant de parler une fois de plus. Eh bien, je suis content de voir que tu vas bien après tout ce que tu as traversé, dit James en jetant un regard reconnaissant à Shuna, qui s'inclina poliment. Nous allons maintenant te transférer à Kyoto pour que Dame Yasaka puisse installer ta tribu en lieu sûr. J'espère que tu pourras t'agrandir à nouveau. Tu proposes ton aide, demanda Tsurara, interrompant James avec des yeux brillants. Voyant Jacques si surpris, ces nobles s'efforcèrent de contenir leur rire. Dante fit exception, et éclata de rire. Tous. James toussa violemment. Puis, avec une lueur malicieuse dans le regard, il reporta l'attention de la Yuki-onna sur l'une de ses compagnes. Je vais devoir en discuter avec mes autres femmes avant de pouvoir te donner une réponse. Cependant, je pense que Dante, le fils de Sparda, serait un excellent choix pour participer aux efforts de repeuplement. À la suggestion de James, toutes les Yuki-onna, à l'exception de Tsurara, tournèrent la tête vers Dante. Remarquant cela, Dante fut surpris et regarda James. Après cela, il se cacha derrière Lady, qui leva les yeux au ciel sans chercher à empirer les choses. Riant intérieurement du dilemme dans lequel Dante venait de se retrouver, en grande partie pour lui-même, James décida que c'était le bon moment pour partir. Dante, Madame, Ayam, inspectez le complexe. Trouvez autant de preuves que possible des crimes de ces corbeaux, puis rentrez chez vous, dit James, commençant à donner des ordres à sa noblesse. Lancez, Moka, Chion, arrêtez ces corbeaux et contactez les enfers. Ils vont nous faire chier pour cette opération, mais je leur parlerai quand ils le feront. Mizore, Flora, Shuna, assurez-vous que tous les Yuki-onna soient en assez bonne santé pour être téléportés. Très bien, allons-y. Chapitre 94, l'interrogatoire. Après l'attaque du centre de recherche de l'ange déchu, James divisa sa noblesse en 3 groupes. Dante, Lady et Ayam fouillèrent le centre et trouvèrent des preuves des crimes de l'ange déchu. Ils découvrirent également que leurs recherches inhumaines et la destruction du village de Yuki-onna n'avaient pas été approuvées par les Grigori. En réalité, ils collaboraient avec un autre groupe, mécontent de l'état actuel des royaumes. Ensuite, Lancé, Moka et Chion furent chargés de rassembler tous les anges déchus inconscients. Ils furent ensuite téléportés aux enfers pour interrogatoire une fois la fouille du complexe terminée par le premier groupe. Une fois les preuves rassemblées et les prisonniers capturés, les premiers et deuxième groupes téléportèrent le tout sur le territoire de Satan. Ils se rendirent ensuite dans la salle de réunion du Conseil du Diable. Troisièmement, Mizore, Flora et Shuna vérifièrent la santé de toutes les Yuki-onna. Si la plupart semblaient en bonne santé, elles présentaient de nombreuses blessures internes non cicatrisées, dues aux expériences et aux abus des anges déchus les plus cruels. Heureusement, elles ne trouvèrent aucune trace d'abus sexuels. Ce qui est surprenant, sachant que la plupart des anges déchus semblent être tombés sous le coup du désir. Quoi qu'il en soit, le groupe de Mizore et Shuna fut celui qui passa le plus de temps dans le complexe après la fin de la bataille. Enfin, James passa du temps à contacter ceux qui devaient être informés de ses découvertes.
Avant même son départ, James avait reçu l'autorisation de Sirzek et se Rafale. Le conseil n'en avait pas été informé. Naturellement, les premiers contacts de James furent donc les Satans qu'il connaissait le mieux. Il ordonna ensuite aux deux premiers groupes d'emmener les prisonniers et les preuves, informations sur le territoire de Satan. James contacta ensuite Yasaka et lui annonça qu'ils avaient trouvé 12 Yuki-onna vivantes et qu'elles avaient besoin d'un endroit où loger. Répondant positivement, Yasaka fut heureuse de tout laisser tomber pour accueillir chez elle certains membres de sa famille, disparus depuis 8 ans. Une fois tous les examens médicaux terminés, James, Mizore, Flora et Shuna ont rassemblé les Yuki-onna survivantes et se sont téléportés à Kyoto. Monde humain, Japon, Kyoto. À l'extérieur de la porte Torii qui servait de passerelle vers la sous-dimension Yuke, Yasaka, Sesomaru et le conseil des anciens Yuke attendaient l'arrivée de James. Nous cherchons des indices sur la destruction du village de Yuki-onna depuis près de 10 ans, dit l'un des anciens Yuke d'un ton sombre. Ce garçon doit être impressionnant s'il a réussi, avec sa seule noblesse, ce que nous, faction, n'avons pas réussi. En entendant cela, le sourire professionnel que Yasaka a montré devant les membres du conseil s'est transformé en un sourire sincère. Si nous avions consacré tous nos efforts à les retrouver, nous aurions pu y arriver aussi. Un autre ancien, moins tolérant envers les autres espèces, s'est élevé contre le premier. Une fois de plus, l'expression de Yasaka changea après avoir entendu les paroles du vieil homme. Cette fois, cependant, ce fut pour le pire. Je te suggère de réfléchir avant de parler, dit Yasaka d'un ton réprobateur. Insinues-tu que nous n'avons pas fait tout ce que nous pouvions dans notre enquête sur le village détruit et la disparition de Yuki-onna? Non, ce n'est pas ce que je... dit le deuxième ancien en reculant rapidement. Que se passerait-il si tu disais une chose aussi stupide face au retour de Yuki-onna? Demanda Yasaka en fronçant les sourcils face au vieil homme offensant. Nous pourrions perdre la loyauté de l'espèce. C'est déjà assez grave que la plupart des villages de Yuki-onna se trouvent sur le territoire de Nurarion. Mes excuses, Yasaka-im, répondit l'aîné en inclinant poliment la tête. Avant que la situation ne s'aggrave, la conversation prit fin brusquement lorsqu'un cercle magique de téléportation apparut devant le Torii. Voyant les 16 silhouettes apparaître dans le cercle magique, Yasaka voulut courir se jeter dans les bras de l'homme qui menait le groupe de femmes. Cependant, comme il s'agissait d'une rencontre officielle, elle devait maîtriser ses pulsions et ses désirs. À la Vrussan, permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue à Kyoto, dit Yasaka avec élégance en regardant James droit dans les yeux. De plus, nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour le sauvetage de nos citoyens. Si vous le permettez, nous invitons toutes les personnes présentes à se joindre à nous pour un banquet afin de célébrer le retour de la survivante Yuki-onna. Permettez-moi de vous remercier de vos intentions, dit James en s'inclinant poliment. Malheureusement, je dois m'excuser. Des membres de ma noblesse et moi-même devons bientôt procéder à un interrogatoire aux enfers. En fait, cette nouvelle est vraiment regrettable, dit Yasaka, sincèrement attristé que James et sa noblesse ne puissent rester. Alors, s'il vous plaît, quand vous aurez un moment de libre, venez célébrer cet événement joyeux avec nous. Ce serait un honneur d'accepter votre invitation, dame Yasaka, dit James en s'inclinant poliment une fois de plus. Alors, si vous voulez bien nous excuser. Après un bref adieu entre Mizore et son clan, nous prendrons congé. Et comme James l'a dit, après quelques mots et une série de câlins, James, Mizore, Flora et Shuna se sont téléportés vers la capitale, Lilith, du territoire souterrain de Satan. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Lorsque James, Mizore, Flora et Shuna arrivèrent à Lilith, ils se rendirent rapidement à la salle de réunion du Conseil du Diable. À leur arrivée, ils trouvèrent le reste de la noblesse assis dans la salle d'attente. Et, comment étaient tes devoirs? Demanda James en s'approchant du reste de sa noblesse. Tout s'est bien passé jusqu'à présent, a déclaré Moka, représentant du groupe. Je doute que les choses soient aussi simples au conseil d'administration. Ne t'inquiète pas, dit James avec un geste dédaigneux. Je m'en occupe. De toute façon, toute la pression sera dirigée contre moi. Oui, mais... dit Moka avec inquiétude dans le ton. Moka, tu dois me faire confiance, dit James en lui prenant les mains. Tout en la regardant dans les yeux, il poursuivit, je m'en occupe. D'accord? Ah, échion, il t'est interdit de parler une fois que nous serons entrés dans la salle de réunion. Si tu le fais, tu devras préparer tes propres repas pendant une semaine. Bien, dit Moka en détournant le regard, une pointe de terreur dans les yeux. Le reste du groupe pâlit en entendant la punition dont James menaçait Chion. Chion fut interdite de cuisine dès sa première tentative après son arrivée au manoir à la Vrue. Heureusement, James fut le seul à goûter la nourriture. Malheureusement, James perdit connaissance pendant plus de 12 heures après la première bouchée. Depuis, la plupart des punitions ont été remplacées par la consommation de la cuisine de Chion. C'était une dissuasion remarquablement efficace. Même les dommages collatéraux de Dante ont été réduits au cours de ces missions. Pourquoi ai-je l'impression que manger est une punition? Demanda Chion avec curiosité en inclinant la tête d'un air mignon. En guise de réponse, James se mit à caresser la tête de Moka. Puis, il s'assit à son tour. Au bout d'environ 1 heure, James et ses pairs furent convoqués dans la salle de réunion. En entrant, le groupe vit une grande salle à 2 niveaux. Au niveau inférieur, un vaste espace ouvert avec un grand balcon suspendu au rez-de-chaussée, où les membres du Conseil du Diable étaient déjà assis. Ils ont enlevé tous les sièges du dessous, 1,
pensa James en regardant autour de lui. Ils y vont vraiment à fond, non? Ils font lever des personnalités au placé juste pour flatter leur ego surdimensionné. Cependant, sans laisser transparaître aucune de ses pensées, James conduisit son noble au centre de la salle et s'arrêta. Puis il se présenta. Rapport de James à Lavru, dit James d'une voix forte. Mes nobles et moi avons répondu à la convocation du conseil. Après l'annonce par James de sa présence et de la raison de sa présence, il y a eu un moment de silence avant qu'un membre du conseil ne prenne la parole. Quelle entrée respectueuse, dit le membre du conseil avec condescendance. Alors, où était votre respect lorsque vous avez décidé d'attaquer ces anges déchus? Je suis désolé, monsieur, je ne sais pas ce qui vous rend insatisfait, dit James en inclinant la tête, apparemment confus. Populaire. En réponse à la réponse de James, un autre membre du conseil s'est levé et a frappé la table devant lui. Nous ne vous avons jamais autorisé à poursuivre ces anges déchus, s'écria le deuxième conseiller avec colère. Vos actes imprudents auraient pu déclencher une guerre ouverte entre les démons et les anges déchus. James baissa une fois de plus la tête en répondant aux paroles du conseiller. Encore une fois, je ne vois pas très bien à quoi tu fais référence, répondit James. Puisque Grigory a dit que ces anges déchus agissaient sans ordre et pouvaient être traités comme des errants, comment mes actions auraient-elles pu mener à une guerre ouverte? Aussitôt, les membres du conseil du diable se figèrent. Ils firent de leur mieux pour garder cette information secrète. Ils se demandaient comment le métis en face d'eux pouvait savoir cela. Même si c'est vrai, jeune homme, on ne vous a pas donné la permission de poursuivre ces anges déchus, a déclaré un troisième conseiller. Une fois de plus, James pencha la tête avec confusion. C'est exact, dit James en hochant la tête. Donc, ça veut dire que tu admets. Le même conseiller essaya de continuer à réprimander James. Mais il fut interrompu. Je n'ai jamais eu la permission de traquer les anges déchus, mais j'ai reçu l'ordre de sauver Yuki-onna, kidnappée, dit James en inclinant la tête de l'autre côté. Finalement, l'un des autres membres du conseil a perdu son sang-froid. Tu oses te moquer du conseil du diable, bâtard, explosa le conseiller. Respirant bruyamment et les yeux rouges, il regarda James, attendant qu'il prononce un autre mot moqueur. Du moins, ce qu'il considérait comme une moquerie. Monsieur, je m'excuse, dit James en tournant son attention vers le conseiller irrité. En entendant les excuses, le conseiller municipal y a vu une forme de peur pour les membres du conseil. Cependant, avant de céder trop longtemps à son sentiment de supériorité, James a poursuivi. Je n'ai encore rien dit de moqueur, j'ai juste répondu aux questions qu'ils m'ont posées. En conséquence, le conseiller perdit le contrôle de lui-même sous l'effet de la colère. Dès que James eut fini de parler, une aura de niveau intermédiaire et avancé envahit la salle. Cependant, hormis le recul momentané de Lady, Flora et Shuna, rien ne se produisit. Voyant cela, le reste du conseil examina attentivement la puissance des jeunes hommes debout au milieu de la salle. Ils comprirent alors que James était plus fort, voire plus puissant, que nombre de ses membres. Avant que les conseillers ne puissent s'embarrasser davantage, le chef du conseil et également de la faction du haut-roi, Zekram Bael, posa la question la plus importante. Alors, qui t'a donné l'ordre de sauver la Yuki-onna kidnappée, James à Lavru, demanda Zekram sans émotion. Ce rafale, Léviathan des 4 grands satans, répondit James avec respect. Zut, pensa Zekram. En effet, elle est la seule à avoir l'autorité nécessaire pour nous remplacer dans ce genre de situation. Comment avons-nous pu laisser une fille aussi incontrôlable devenir le Satan aux commandes des affaires étrangères? Ne laissant aucune de ses pensées transparaître dans son expression, Zekram parla une fois de plus. Très bien, il semble que nos premières questions étaient mal avisées. Si cela ne vous dérange pas, veuillez nous fournir votre rapport sur l'attaque du centre de recherche des anges déchus, dit Zekram, ne laissant aucune trace de ses émotions. Oui, monsieur, répondit James avec respect. Tandis que James expliquait tout ce qui s'était passé après que Dante eut annoncé l'installation des anges déchus, jusqu'à l'arrivée du dernier membre de sa noblesse dans la salle d'attente, les membres du conseil eurent l'impression de l'avoir vu se moquer d'eux. Cependant, dès qu'ils le regardaient de plus près, ils ne voyaient qu'un jeune homme sérieux rapportant sa mission. Après plusieurs heures de débriefing et de questions, James et ses compagnons furent autorisés à quitter la salle de réunion. Sans perdre de temps, James téléporta tout le monde au manoir à Lavru sur Kuo. Monde humain, Japon, Kuo. Assis dans le hall du manoir à Lavru se trouvaient Léona, Cassiel, Venlana, Theoticus, Rhea, Dante, Sirzek, Greffia, Sorafal, Ria, Sona et les nobles de Ria et Sona. Alors qu'ils discutaient en attendant le retour de James et de son noble, ils s'arrêtèrent lorsqu'un cercle magique de téléportation apparut dans un coin de la pièce. Dès sa disparition, James et ses nobles furent démasqués. Après quelques instants de silence et d'échange de regards, James et ses nobles éclatèrent de rire en voyant l'air constipé du conseil lorsqu'ils évoquèrent que Sorafal leur avait donné l'ordre d'attaquer le complexe des anges déchus. À en juger par l'expression de vos visages, je suppose que tout s'est bien passé, a demandé Sirzek avec un sourire. Oh, si seulement tu avais vu leur tête quand je leur ai dit que Soratan m'avait ordonné de sauver Yuki-onna, kidnappée. Il n'y aurait aucune raison de poser cette question, s'exclama James avec joie. Puis il répéta tout ce qui s'était passé dans la salle de réunion avec le conseil du diable. Chapitre 95, les nouveaux ajouts à l'Académie Kuo. Monde humain, Japon, Kuo. Après la mission de sauvetage des anges déchus, Yuki-onna, James et le groupe ont terminé leurs vacances de printemps.
Aujourd'hui, c'est la rentrée de terminale de James, Ria et Sona. Outre le passage en classe, Koneko, Gaspé et Shuna rejoindront également l'académie Kuo. Shuna, quant à elle, entre en deuxième année, tout comme Misor, Moka, Yuto et Issei. À l'approche de la rentrée scolaire, James, Ria et Sona ont décidé d'aller à l'école plus tôt que d'habitude. Pourquoi? La raison est simple, ils veulent avoir une vue sur l'entrée depuis le toit de l'école. Grâce à la vision d'âme de James, il est beaucoup plus facile de repérer les porteurs de Sacred Gear. Avez-vous reçu le rapport envoyé par Dante? Demanda James aux deux héritières assises à côté de lui sur le toit. Tu parles de celle des deux démons qui sont arrivés en ville hier soir? Demanda Ria en regardant la foule d'étudiants franchir les portes. Ouais, c'est celui-là, répondit James en regardant la foule. Oui, nous l'avons fait toutes les deux, dit Sona en ajustant ses lunettes. J'ai envoyé un proche observer nos nouveaux arrivants. Alors, quel est ton problème? Demanda James, n'ayant pas encore fait ses propres recherches sur les deux. Eh bien, si je dois croire ce que j'ai vu, l'une des deux filles ne savait même pas qu'elle était un démon jusqu'à il y a quelques mois, dit Sona en fronçant les sourcils. Comment est-ce possible? Demanda Ria, perplexe. Si elle avait été éloignée de ses parents aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, répondit James en fronçant les sourcils. S'ils sont bien ceux que je crois, tôt ou tard, la situation finira par les écraser. Oh, c'est eux, maintenant, dit Ria en désignant deux filles qui franchissaient la porte d'entrée. Zut, c'est vraiment eux, pensa James après avoir suivi la direction indiquée par Ria. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? James vit deux jolies filles. La première avait des cheveux roux qui lui arrivaient à la taille, des yeux roses et un corps svelte aux courbes extrêmement prononcées pour son âge. Sa poitrine et ses fesses étaient impressionnantes. La seconde était une petite fille aux longs cheveux argentés et aux yeux violets. Fredonna James en regardant les deux démons entrer dans l'enceinte de l'école. Vous voulez mon avis sur la façon de les gérer, ou vous, les filles, préférez-vous vous en occuper vous-même? On s'en occupe, répondirent Ria et Sona simultanément. Bien sûr. James haussa les épaules. Puis il haussa un sourcil. Qu'est-ce qui ne va pas, Thiago? Demanda Ria après avoir constaté son changement d'expression. Rien de particulier, répondit James, puis il tourna la tête vers Sona. Mais il semble que le garçon que Sona convoitait ait réveillé son Sacred Gear pendant les vacances de printemps. C'est une agréable surprise, dit Sona, l'air inchangé. Je pense que je le contacterai bientôt. Ouais, tu devrais te dépêcher, dit James avec un sourire ironique. On dirait que des créatures surnaturelles se rassemblent dans notre petit gymnase. On dirait que tu attends un événement majeur, dit Ria en se touchant le menton avec l'index droit. Si c'est comme dans les mangas, quand beaucoup de choses se réunissent alors qu'elles ne devraient pas se réunir, la merde est sur le point de frapper le ventilateur, a déclaré James avec un sourire. Arrêtez d'assimiler la vraie vie au manga, dit Sona en fronçant les sourcils. Si je me trompe, je m'en excuse, Sona, dit James d'un ton sérieux. Mais la vérité dépasse souvent la fiction. Les choses peuvent mal tourner, très vite, si on n'y prend pas garde. Soupir, je pense que tu as raison, dit Sona, peu convaincu par la logique du manga anime de James. Bref, il se fait tard, dit Ria en souriant. On devrait aller en cours. Je suis sûre que les autres filles attendent déjà. Ok, allons-y, dit James avec un sourire. Puis, avant de quitter le toit, les yeux de Sona pétillèrent de malice. Elle entoura le bras gauche de James et lança à sa meilleure amie un regard enjoué. Bon sang, dit Ria, frustrée. Attends que je batte Rizé. Tu ne me verras jamais sans une main sur James. Oh, c'est une déclaration plutôt audacieuse, dit James en souriant. Je ne sais pas ce que mes autres amis en penseront. Est-ce important? Demanda Ria, le menton levé. De toute façon, quand j'arriverai, je serai la plus forte. C'est inexact, Ria, dit Sona avec un léger sourire. Que veux-tu dire? Demanda Ria, perplexe. Eh bien, madame, ou plutôt, Yasaka est au rang de dieu mineur, vous vous souvenez? Demanda Sona en plaisantant. Zut, je l'avais oublié, dit Ria en tapant du pied, frustrée. Bon, elle est à Kyoto, alors ça va. Oh, et Misor n'est plus qu'à un pas du classement final, dit James avec un sourire fier. Quoi? S'écria Ria, surpris. Tu es sérieux? Comme une crise cardiaque, répondit James. Le trio a continué sa conversation alors qu'ils se dirigeaient vers la classe 3A, où leur groupe habituel de cette personne sera à nouveau camarade de classe. Pendant ce temps, en classe 1A, Koneko et Gaspé parlaient tranquillement lorsqu'ils remarquèrent soudain deux auras démoniaques s'approchant de leur classe. K.O. K.O. Koneko, qui est-ce? Demanda Gaspé avec effroi en remarquant les deux auras inconnues. Koneko secoua la tête en réponse, puis répondit, regardons et ensuite prévenons Buchou et James Nii. D'accord. Répondit Gaspé nerveusement. Peu après la fin de la conversation, la porte de la classe s'ouvrit. Ce faisant, les deux jolies filles entrèrent et regardèrent autour d'elles. Lorsque la rousse aperçut Koneko et Gaspé, elle plissa légèrement les yeux. Cependant, elle ne s'attarda pas longtemps sur eux. La fille aux cheveux argentés, quant à elle, afficha un sourire joyeux et amical. Je dois absolument surveiller ces deux-là et faire un rapport à Riani, pensa Koneko en observant les actions des deux démons de sa classe. Peu après cet incident, la cloche annonçant la rentrée des classes sonna. Peu après, la professeure principale de la classe de 1A entra dans la salle.
2 ans plus tôt, Nekonomiya Shizuka avait été la professeure principale de cette classe. Comme Koneko et Gaspé, elle avait remarqué que 2 de ses élèves étaient des démons inconnus. 2 inconnus, pensa Shizuka. Je devrais rapporter ça à Ada Miyazaka. Extérieurement, cependant, Shizuka ne montrait aucun signe de suspicion envers les 2 nouvelles filles. Maintenant, je pense que c'est le moment de vous présenter à la classe, dit Shizuka en interagissant avec enthousiasme avec la classe. Mais d'abord, je vais me présenter. Je suis votre professeur principal, Nekonomiya Shizuka. C'est un plaisir de vous rencontrer tous. Après cela, la classe répondit, enchantée de vous rencontrer, Sensei. Shizuka mena ensuite les performances individuelles de la classe. Et comme lors de la première année de James et de sa classe, les performances se déroulèrent par ordre de classement à l'examen d'entrée. La première à se produire fut la jeune fille rousse de tout à l'heure. Il s'avéra que cette jeune fille s'appelait Naruse Mio et venait d'emménager à Kyoto avec sa demi-sœur après la mort accidentelle de ses parents. Il y a quelque chose de louche là-dedans, pensèrent simultanément Koneko et Shizuka. Après la performance de Mio, Gaspé et Koneko se produisirent dans cet ordre. Ils furent suivis par 2 élèves ordinaires. La 6e à se produire fut la fille aux cheveux argentés qui entra dans la pièce avec Mio. Elle se présenta comme étant Naruse Maria, la demi-sœur de Mio. Je pense que James Nii va engager Dante ou Lady pour enquêter sur la véritable raison derrière leur apparition ici, pensa Koneko en écoutant les présentations des autres étudiants. Au même moment, en classe 2A, Misor, Moka, Yuto et Issei étaient à leur place. Avant même que les présentations ne commencent, le professeur principal, un homme chauve d'âge moyen, leur annonça qu'un élève serait transféré dans leur classe. Vous pouvez entrer, dit le professeur en direction de la porte de la classe. Peu après, la porte s'ouvrit. Shuna, une jeune fille mince aux cheveux roses, entra. Arrivée près du professeur, on lui demanda de se présenter. Puis, après une révérence polie, Shuna s'adressa à la classe. Bonjour à tous, dit Shuna en souriant. Je m'appelle Onigawara Shuna. Ravi de vous rencontrer, j'espère que nous nous entendrons bien. Après la présentation, la classe a applaudi avec enthousiasme. Misor était pourtant le plus bruyant d'entre eux. Shuna-chan, je suis contente qu'on soit dans la même classe, cria Misor. Misor-san, moi aussi, répondit Shuna en souriant. Moka-san, Yuto-kun et Issei-kun, c'est bon de vous revoir aussi. Si je ne connaissais pas la vérité, même moi, je penserais que nous ne nous sommes pas rencontrés hier, dit Issei en chuchotant à Yuto, assis en face de lui. Ouais, je suppose que toute cette formation en tant que princesse tribale est utile dans toutes sortes de situations, murmura Kiba en retour. Au même moment, de l'autre côté de la classe, Tomo regardait Yuto et Issei chuchoter. Ce faisant, il se pinça le nez et commença à respirer plus vite. Voyant cela, Momo et Tsubasa ne purent que soupirer devant leurs collègues amis pervers. Finalement, la classe passa en revue toutes les présentations, et le professeur leur expliqua ce qu'on attendait d'eux en tant qu'élèves de 2e année. Pause déjeuner. Dans la salle du club de recherche occulte, située dans l'ancien bâtiment de l'Académie Kyo, Ria et ses camarades de classe déjeunaient ensemble. Alors, Koneko, Gaspé, comment se passe votre première journée, demanda Ria à ses 2 plus jeunes serviteurs en souriant. C'est comme ça que vous vous attendiez à aller à l'école? C'est un peu effrayant, dit Gaspé d'un ton nerveux. Tant de gens m'admirent. C'est parce qu'ils pensent que Gaspé est mignon, dit Koneko d'un ton moqueur. Soupir, il faut vraiment que je remercie James, pensa Ria en regardant Koneko, plus expressive. J'ai eu beau essayer, je n'ai pas réussi à la faire s'ouvrir comme ça. Tandis que Ria réfléchissait à la façon dont elle remercierait James, Koneko continuait de taquiner Gaspé sous les yeux souriants du reste de la noblesse. Dans une certaine mesure, tout le monde savait à quel point Koneko était restée inexpressive. Cependant, depuis le retour de James après son premier entraînement long avec Skatash, 4 ans plus tard, elle a réussi à redonner le sourire au beau chat. Oh oui, dit Koneko en se rappelant de quoi elle voulait parler à Ria. Buchou, il y a 2 démons inconnus dans ma classe et dans celle de Gaspé. En entendant cela, le reste des ORC arrêta ce qu'il faisait et tourna la tête vers Ria, qui prit calmement une gorgée du thé qu'Akeno avait préparé. Je sais, répondit calmement Ria après avoir reposé la tasse sur la soucoupe. Nous les avons vus quand ils ont franchi les portes ce matin. Le groupe fut impressionné par la rapidité avec laquelle les informations furent recueillies. Alors que l'admiration de leur noblesse pour Ria grandissait, leur reine rit méchamment et mit fin à l'affaire. Fu. Avec son rire caractéristique, Akeno brisa l'illusion de savoir que Ria construisait. Pourquoi ai-je l'impression que c'est James qui t'a remarqué et informé? Pendant un instant, Ria afficha une expression surprise. Puis son expression redevint normale. Cependant, tous les démons de sa noblesse remarquèrent le rapide changement de son expression. Et à cet instant, ils se souvinrent que leur roi était une grande source de fierté, qui progressait lentement. Sachant que toute sa noblesse l'avait vu, Ria poussa un soupir et dit la vérité. Oui, c'est James qui les a découverts en premier, admit Ria sans problème. Il va engager Devil May Cry pour enquêter sur leur identité et la raison de leur présence à Kyo. En entendant cela, l'expression de chacun devint solennelle. Ria s'adressa alors à Koneko et Gaspé. Koneko, Gaspé, puisqu'ils sont dans ta classe, je veux que tu profites de l'occasion pour te lier d'amitié avec eux si possible, dit Ria sérieusement.
Même si tu ne peux pas te lier d'amitié avec eux, je veux que tu essaies de comprendre au mieux leur personnalité, compris? Compris, répondit fermement Koneko. Non. Non. Compris, répondit Gaspé d'un ton nerveux. Mais parler à de nouvelles personnes, c'est effrayant. Soupir, j'aurais aimé que James puisse arranger ça aussi, dit Ria en posant sa tête dans ses mains. Chapitre 96, Mio et Maria. Monde humain, Japon, Kuo. Pendant la pause déjeuner, au moment même où se réunissait le club de recherche occulte, 2 jeunes filles déjeunaient sur le toit de l'école. Ces jeunes filles, Naruse Mio et sa demi-sœur Naruse Maria, discutaient de ce qu'elles avaient observé durant la première moitié de leur première journée dans cette nouvelle école. Maria, pourquoi y a-t-il autant d'êtres surnaturels dans cette école? Demanda Mio, dégoûtée. Je croyais qu'on était venu dans cette ville pour se cacher des assassins de notre père. Non, Mio, répondit Maria en souriant. Nous sommes venus ici pour nous protéger des assassins de notre père. Y a-t-il une différence? Demanda Mio en fronçant les sourcils. Si quelqu'un nous trouve, le simple fait de nous cacher nous mettra en danger, a déclaré Maria après avoir mangé un morceau de riz. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un pour nous protéger au cas où quelqu'un nous trouverait. Et pourquoi penses-tu que quelqu'un nous aiderait? Demanda Mio, sceptique. C'est simple, ma sœur, dit Maria en souriant. Parce qu'il vit ici. Qui? Demanda Mio avec curiosité. Le demi-démon qui a sauvé les survivants du village anéanti de Yukiona, dit Maria en faisant un geste de la main. C'est aussi le membre officieux le plus fort de la jeune génération des enfers. Ça a l'air impressionnant, tout ça, dit Mio en hochant la tête. Mais bien sûr, pourquoi nous aiderait-il? À ces mots, Maria se figea. Puis, se grattant la joue, elle répondit timidement. Je ne sais pas vraiment, répondit Maria en baissant la tête. Puis l'expression de Mio devint menaçante. Elle tourna lentement la tête vers Maria, assise à côté d'elle. Puis, à la vitesse de l'éclair, ses mains se posèrent sur le visage de Maria. Les saisissant et les tirant, Mio parla d'une voix emplie d'insatisfaction. Alors vous nous avez amenés ici, dans un endroit rempli de démons et d'autres êtres surnaturels, sans plan solide? Je vais très bien. Je vais très bien, répondit Maria d'une voix déformée, les yeux embués de larmes. Veuillez m'excuser. Mio tira et étira les joues de Maria quelques instants encore. Puis, avec un soupir, elle la lâcha et se détourna. Je devrais te tuer 100 fois pour ça, hurla Mio. Puis, reniflant, elle se retourna. Je ne pense pas que ce soit aussi grave que tu le penses, dit Maria en se frottant les joues rouges. Tant que nous ne serons pas obligés d'abandonner Kuo, nous serons relativement en sécurité. Soupir, je n'ai pas d'autre choix que de te faire confiance, Maria, dit Mio d'un ton triste. Il s'avère que Mio et Maria sont peut-être demi-sœurs, mais qu'elles ont grandi dans des conditions complètement différentes. Maria, avec ses 2 parents, a grandi dans le monde souterrain. Mio, quant à elle, a grandi comme la fille de 2 humains normaux jusqu'au milieu de sa dernière année de lycée. Malheureusement, les humains avec lesquels elle a grandi ont été tués par les ennemis de son père biologique alors qu'elle était à l'école. À son retour, elle n'a trouvé que les corps sans vie de ses parents adoptifs. Peu après, Maria semblait tout aussi effrayée, voire plus, que Mio. Pourtant, elle fut chargée de faire sortir Mio de la maison et de la ramener à son père. Une tâche ardue pour une adolescente pleine d'hormones qui venait de perdre ses seuls parents. Avec beaucoup de difficultés, Maria réussit à faire croire à Mio qu'elle était sa sœur. Cependant, lorsque Mio lui demanda qui était sa mère biologique, Maria ne put répondre. Simplement parce qu'elle l'ignorait. Après avoir décidé d'obtenir des réponses à toutes ces questions de son père, Mio décida de suivre Maria jusqu'aux enfers. Heureusement ou malheureusement, convaincre Mio prit beaucoup plus de temps que prévu. À leur retour chez Maria, tous les habitants étaient morts. Mio, le père de Maria, la mère de Maria et tous les domestiques du manoir, aucun n'avait survécu. Incapable de comprendre la situation, Mio était sur le point de s'effondrer à nouveau. Cependant, Maria, qui avait vécu bien plus de choses dans sa vie de démon, parvint à les tenir éloignés de la propriété. Ne t'inquiète pas, ma sœur, dit Maria en serrant Mio dans ses bras. J'ai beaucoup entendu parler de James à Lavreux lorsqu'il vivait aux enfers. Il a vraiment l'air d'être quelqu'un de bien. Et en tant que demi-démon, il devrait être plus compréhensif que la plupart des gens face à notre situation. Soupir, j'espère que tu as raison, dit Mio en soupirant. Bon, finissons notre déjeuner, dit Maria en souriant. On ne veut pas être en retard en cours, hein? Sur ce, les sœurs terminèrent leur déjeuner et retournèrent en classe. Pendant ce temps, dans une maison bourgeoise ordinaire, non loin de l'école, Dante et Lady fouillaient minutieusement la maison à la recherche d'indices sur l'identité des sœurs Naruse et sur les raisons de leur venue à Kuo sans en informer les dirigeants de la ville. Très bien, madame, rappelez-vous que nous devons faire cela sans laisser de traces, dit Dante en regardant dans les tiroirs et les armoires de la cuisine. Ne me parle pas comme si j'étais une sorte d'amateur, Dante, dit Lady avec dégoût en fouillant le salon. Oui, oui, répondit Dante avec dédain. Une fois cet étage terminé, je fouillerai le premier étage, et toi le sous-sol. Je pense qu'il serait préférable que je fouille l'étage et que tu fouilles le sous-sol, dit Lady en regardant Dante avec suspicion. Quelle est la différence? Demanda Dante d'un ton agacé. Quel genre de canaille êtes-vous? Demanda Lady, d'un ton de plus en plus soupçonneux. Ne me dites pas que vous êtes si pressé de fouiller dans les caleçons des lycéennes? En entendant cela, Dante faillit renverser un verre posé sur le plan de travail.
Après l'avoir ramassé, il le replaça à l'endroit exact où il avait failli tomber. Puis il s'éloigna du plan de travail et regarda Lady avec agacement. Ne me regarde pas comme ça, pas avec ses yeux effrayants, idiot. La dame s'en va avec un petit sourire. Soupir, peu importe, dit Dante avec résignation. Je m'en fiche. Je fouille le sous-sol et tu fouilleras à l'étage. Oh, je sais que ça ne te dérange pas du tout, dit Lady avec un ricanement. Mais maintenant je comprends pourquoi James le fait autant. C'est amusant. À ces mots, les yeux de Dante s'écarquillèrent. En voyant la dame souriante, Dante ne put que réfléchir. Super, on n'a vraiment pas besoin d'un autre James, pensa Dante en se frottant la tête. Il y en a déjà trop. Après cela, Dante et Lady poursuivirent leurs recherches pour retrouver la maison des Naruse. Lorsque la dernière cloche de l'école sonna, ils achevèrent leurs recherches et trouvèrent suffisamment d'informations pour commencer à reconstituer la situation des filles. Presque au même moment où Dante et Lady terminaient leur enquête et quittaient la maison, Mio et Maria se dirigèrent vers la salle d'entraînement MMA. Pourquoi allons-nous à la salle d'entraînement demanda Mio, perplexe. Eh bien, je pense que nous devrions rejoindre le club, dit Maria avec un sourire. Pourquoi devrais-je rejoindre un fight club demanda Mio avec colère. Si ta réponse ne me plaît pas, je te tuerai 100 fois. Calme-toi, ma sœur, dit Maria en levant les mains d'un air désarmant. Je ne dis pas que tu devrais devenir membre. Je pense que le rôle de manager te convient mieux. En entendant la suggestion de Maria, Mio prit un moment pour y réfléchir. Puis Maria poursuivit. De plus, si nous passons plus de temps avec lui, nous pourrons plus rapidement et plus facilement savoir s'il est quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Et voilà, Mio fut convaincue. Elle accepta à contre-cœur de jeter un œil au club. Arrivées à l'entrée de la salle d'entraînement, les filles aperçurent James, Flora et Shuna en train de discuter. James et Flora saluèrent les autres membres à leur arrivée. Si mes informations sont exactes, ce garçon est James Alavru, capitaine du club de MMA, dit Maria en pointant James du doigt. La brune à côté de lui devrait être Flora Nanadan, la vice-capitaine du club. Et qui est la fille aux cheveux roses demanda Mio avec curiosité. Je n'en suis pas sûre, admit Maria avec honnêteté. Je suis sûre qu'on le saura si on pose la question. Pendant ce temps, tandis que Mio et Maria approchaient de la salle de MMA, James, Flora et Shuna discutaient de leur rôle au sein du club. Bien que Shuna soit peu douée au corps à corps, l'idée de James pour elle était similaire à celle de Maria de la voir rejoindre le club comme coach. Avec la responsabilité de gérer une grande partie des tâches administratives, sa présence donnerait à James et Flora plus de temps pour aider les autres membres à progresser. On dirait que les nouvelles sœurs démons arrivent, dit Flora en jetant un coup d'œil à Mio et Maria. Je me demande pourquoi elles viennent ici. Au moins, ils apprennent tout ce qu'ils peuvent sur James ça. Je veux dire sans paix, dit Shuna, gênée par son lapsus. Puis elle remarqua que James haussait un sourcil en regardant les sœurs. James sans paix, quelque chose ne va pas? C'est vrai, répondit James en secouant la tête. Mais la rousse est à moitié démon, comme moi. Ce qui rend la chose encore plus intéressante. Et puis, ses cheveux ressemblent beaucoup à ceux de Ria, non? Demanda Flora en souriant. Bien sûr, répondit James avec un sourire semblable à celui de Flora. Sona a dit que je me laissais monter la tête à cause des mangas que je lisais. Mais j'ai le sentiment que de grandes choses vont bientôt arriver. En entendant cela, Flora et Shuna éclatèrent de rire. Bien que James n'ait aucun mal à distinguer fiction et réalité, il se laisse parfois emporter par son hobby, la lecture de mangas. Cependant, cette fois, il semble que son hypothèse soit probablement la bonne. Bref, on en reparlera plus tard, dit James en souriant. Il est plus important d'accueillir les nouveaux étudiants qui souhaitent rejoindre le club. Bien, X2. Au moment où ils ont terminé leur conversation, Mio et Maria avaient atteint une distance de conversation confortable. Eh bien, qu'avons-nous là? Demanda James en souriant. De nouveaux visages pour le premier jour de la nouvelle année. Que puis-je faire pour vous, mesdames? Bonjour, sans paix, dit Maria d'un ton vif. Je suis Naruse Maria, en première année. Et voici ma sœur, Naruse Mio, également en première année. Enchantée, sans paix, dit Mio avec une révérence polie et un ton neutre. Bonjour, je suis James Alavru. Je suis junior et capitaine du club d'arts martiaux mixtes. James se présenta également sur un ton amical et avec un sourire. Et moi, c'est Flora Nanadan, également en troisième année et vice-capitaine du club de MMA, dit Flora, souriant elle aussi amicalement. Enchantée de vous rencontrer toutes les deux. Bonjour, dit Shuna en s'inclinant poliment. Je m'appelle Onigawara Shuna. Je viens d'être transférée à l'académie Kuo et je suis en deuxième année. Je viens de postuler pour devenir entraîneur de ce club. En apprenant que Shuna cherchait à devenir directrice du club, Mio et Maria restèrent figées un instant. Sans remarquer le moindre changement dans leur langage corporel, James interrogea les filles à ce sujet. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda James d'un ton inquiet. Vous n'avez plus l'air en forme, tout à coup. En entendant la question de James, Mio et Maria échangèrent un regard. Puis, Marie répondit à la question de James. Eh bien, voyez-vous. Commença Maria en rougissant légèrement. Si nous avons postulé à cette école, c'est parce que j'ai entendu parler du club de MMA et de ses installations ultramodernes. C'est compréhensible, dit James en hochant la tête, tandis que les deux autres hochaient la tête.
Le truc, c'est que ma sœur et moi voulions être dans le même club, mais Mio n'est pas vraiment intéressé par les arts martiaux, a déclaré Maria en joignant ses index. Je vois, dit James en hochant la tête. J'imagine donc que vous vouliez postuler comme manager plutôt que comme membre régulier. En réponse, Mio et Maria hochèrent la tête. Mais maintenant, tu penses que ce n'est pas possible parce que Shuna est la nouvelle entraîneuse, n'est-ce pas? Demanda James. C'est vrai, répondirent Mio et Maria à l'unisson. Eh bien, vous avez de la chance, mesdames, dit James en souriant. Comme je finance ce club presque seul, j'ai un peu plus de liberté pour le gérer. Ça veut dire quelque chose? Demanda Maria, les yeux brillants. Oui, c'est exactement ce que tu penses, dit James en gardant son sourire. Mio, Maria, ça vous dérange si je vous appelle toutes les deux par vos prénoms? Non, pas vraiment, sans paix, répondit Mio. Non, répondit Maria avec insistance. Comme nous portons tous les deux le nom de famille Naruse, c'est plus facile. Bien, dit James en hochant la tête. Alors, Mio, Maria, bienvenue au club. Je vais devoir vous demander de remplir les formulaires du club. Et Maria, il me faudra une autorisation de l'un de vos parents, car c'est un club de sport. Hurrah, s'exclama Maria avec enthousiasme. Merci beaucoup, répondit Mio d'un ton neutre. Bon, allons-y, dit James en souriant. Flora, ça te dérangerait de commencer? Je dois donner des cours aux étudiants de première année. Pas question, répondit Flora avec un sourire. Vous deux, suivez-moi. Oh, et faites attention à l'un des garçons de deuxième année. C'est un peu pervers. Bon, c'est grave. C'est un gros pervers. Mais il est inoffensif. Et s'il va trop loin, dites-le lui. Moi ou James. On le remettra à sa place. Sur ce, Mio et Maria suivirent James, Flora et Shuna dans la salle d'entraînement MMA et l'observation bidirectionnelle des personnages commença. Chapitre 97, activité dans l'église abandonnée. Monde humain, Japon, Kyoto. Cela fait 2 semaines que la nouvelle année scolaire a commencé. Rien de notable ne s'est produit durant ces 2 semaines. James a continué d'observer Mio et Maria, ainsi que les autres membres de sa noblesse, lors des activités du club. Les premières estimations suggèrent qu'ils n'ont aucune intention malveillante envers qui que ce soit en ville. Cependant, James a jugé qu'une observation plus approfondie était nécessaire. Pendant les cours, Koneko et Gaspé étaient chargés d'observer les sœurs Naruse. Ce duo formait une excellente équipe d'observation. Grâce au sens de Koneko, ancienne yokai, à sa capacité à ressentir les émotions, acquise grâce à son entraînement au sanjutsu, et à la nature modeste et lâche de Gaspé, Mio et Maria ne se rendaient pas compte qu'elles étaient observées. Cependant, elles se méfiaient des 2 démons de leur classe. Cependant, James remarqua une chose, la force de Maria était disproportionnée par rapport à sa petite taille. De plus, ses compétences au corps à corps étaient impressionnantes. Mais rien qu'il ne puisse maîtriser. Cependant, un événement intéressant s'est produit aujourd'hui. Après l'école, au manoir à Lavru, Lady rendit visite aux résidents. Recevoir la visite de Dante et Lady de temps en temps n'était pas inhabituel. Au contraire, les informations rapportées par Lady étaient celles que James trouvait intéressantes. Alors, tu me dis qu'il y a des anges déchus cachés dans la ville, demanda James en haussant un sourcil. Lady racontait alors ses dernières découvertes à James dans son atelier. Tandis que James dessinait pour décider quel manga il dessinerait ensuite, elle reçut calmement le rapport. C'est exact, dit calmement la dame. Dante et moi ne savons pas exactement quand ils sont apparus. Mais nous savons qu'ils se sont installés dans l'église abandonnée à la périphérie de la ville. Bon sang, ça risque d'être délicat, dit James en fronçant légèrement les sourcils. On ne peut pas s'introduire dans une église comme ça. Comme des démons, ça serait probablement perçu comme une provocation, soupir, je vais signaler ça à Riri et Sona. Je veux que toi et Dante les surveilliez. Je préparerai la commission et je la ramènerai demain après l'école. Avec un léger sourire, Lady hocha la tête. Pas de problème. Au fil des ans, j'ai vu que tu étais doué. James ne pouvait que sourire à la femme qui se tenait devant lui. Et ne t'inquiète pas, j'entraînerai le cul paresseux de Dante avec moi, dit Lady, son sourire grandissant. Soupir, ce type est vraiment paresseux quand il s'agit de faire des boulots qui ne l'intéressent pas, dit James en secouant la tête. Très bien, vas-y. Je m'occupe du reste. Je comprends, répondit la dame avant de quitter la pièce et de quitter la maison peu après. Zut, murmura James. Pourquoi tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés ces derniers temps viennent-ils d'anges déchus? Après avoir murmuré quelques mots, James nettoya ses outils de dessin et quitta le bureau pour informer Ria et Sona. Le trio conclut qu'il valait mieux signaler l'activité des déchus à Sœur Rafale et la laisser contacter Grigori au sujet des intrus sur leur territoire. Quelques jours plus tard, les démons reçurent à nouveau des Grigori l'information selon laquelle ils n'avaient donné aucun ordre à leur force d'infiltrer Kyo. Non pas qu'ils l'auraient admis si tel avait été le cas. Finalement, la décision de gérer les 4 anges déchus installés à Kyo fut laissée à Ria et Sona, à titre d'entraînement. Les 2 héritières décidèrent de surveiller les activités des anges déchus et d'agir dès qu'elles détecteraient toute intention malveillante. Après la décision, 2 semaines s'écoulèrent avant qu'il n'arrive quoi que ce soit de nouveau aux anges déchus. Ou plutôt, avant qu'il n'arrive quoi que ce soit de nouveau concernant l'église. Ce jour-là, Issei, en route pour l'école, croisa une jeune fille en habit de nonne.
Ce n'est un secret pour personne que la nonne, qui ne parlait qu'italien, s'était perdue en ville. Incapable de communiquer avec les habitants, elle ne pouvait demander son chemin à personne. Heureusement pour lui, Issei était de passage. Malheureusement, il arriva juste après qu'elle ait trébuché et soit tombée à plat ventre. Les fesses en l'air et la culotte découverte, le pervers Issei fut instantanément attiré par la jeune fille. « Excusez-moi, ça va ?» demanda Issei dans un italien fluide. Grâce aux caractéristiques raciales des démons, Issei, sans avoir jamais appris un mot d'italien, pouvait parler à la nonne dans sa langue maternelle. La capacité linguistique de tous les démons leur permet de parler naturellement dans toutes les langues parlées et d'écouter les langues étrangères dans les plus familières. « Oui. Oui, je vais bien », dit la religieuse d'un ton gêné en se levant lentement. Lorsque la jeune fille se releva et fit face à Issei, il vit une jolie fille aux cheveux blonds tombant dans le dos, une frange séparée sur le front, une seule mèche dépassant du sommet de la tête, et aux yeux verts. De plus, elle dégageait une aura innocente que chacun pouvait percevoir. Une aura inimitable. « Je suis si heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui parle italien », dit la religieuse avec joie. « Italien », pensa Issei, confus. Puis il se souvint de la compréhension innée du langage du diable. Ah, c'est vrai, Bushu a mentionné qu'il pouvait communiquer dans toutes les langues. Ah, oui, je parie que ce serait dur de ne pouvoir parler à personne correctement, dit Issei avec un sourire ironique. Alors, t'es perdu ou quoi? En fait, c'est vrai, répondit Asia, gênée. J'essayais de me rendre à l'église de cette ville. J'y ai récemment été affectée. L'église? Bushu m'a dit que je ne devrais jamais y aller, pensa Issei. Vous habitez cette ville, n'est-ce pas? Demanda Asia avec espoir. Si oui, pourriez-vous m'aider à me rendre à l'église? Bien qu'Issei savait qu'il devait refuser la demande de la fille, étant faible envers les jolies filles, Issei a finalement accepté. Bien sûr, répondit Issei d'un ton gêné. Mais il faut se dépêcher. Je ne veux pas être en retard à l'école. Tant que je ne m'approche pas trop, ça va, non? Pensa Issei avant de commencer à montrer la voie. Oh, au fait, dit la religieuse, ce qui fit s'arrêter Issei. Puis, avec une révérence polie et un sourire angélique, la jeune fille se présenta. Je m'appelle Asia Argento. Merci de votre aide. Ne t'inquiète pas, dit Issei en rougissant. Je m'appelle Yudu Issei. Allez, allez. Le garçon et la fille se dirigèrent vers l'église, à la sortie du village. Cependant, alors qu'ils passaient devant une petite aire de jeu, Asia s'arrêta en entendant un enfant pleurer. Peu après, elle se retourna et vit un garçon assis par terre, le genou écorché. Sans hésiter, elle courut vers lui et lui parla. Sachant que le garçon ne la comprenait pas, elle lui tendit simplement la main. Puis, sa main s'illuminant d'une douce lumière verte, la blessure du garçon commença à cicatriser. Après avoir guéri le garçon, une femme qu'Asia prit pour sa mère l'emmena, et Asia retourna auprès d'Issei. « Waouh, c'était incroyable !» s'exclama Issei avec enthousiasme. « Tu pourrais aider beaucoup de gens avec une compétence pareille. » En entendant les compliments sincères d'Issei, Asia ne put que sourire tristement. Décidant de ne rien dire, elle demanda à Issei de continuer à marcher vers l'église. « On devrait y aller, monsieur Yudu, dit Asia, arborant toujours ce sourire triste. « Je ne voudrais pas que tu sois en retard à l'école. » Issei, se rappelant enfin qu'il devait aller à l'école, paniqua. Puis, lui et Asia se précipitèrent vers l'église. Peu après, ils arrivèrent près de l'église, et Issei s'arrêta et désigna Asia du doigt. « Eh bien, voilà l'église, » dit Issei en pointant du doigt la direction de l'église. « Merci beaucoup, monsieur Yudu, » dit Asia, les mains jointes en signe de prière. « Si vous avez le temps, permettez-moi de vous offrir une tasse de thé avant de partir. » En entendant cela, l'instinct d'Issei l'a averti que ce serait une mauvaise idée. « J'aimerais bien le faire une autre fois, Argento-san, » dit Issei en essayant de décliner l'offre le plus poliment possible. Mais si je ne me dépêche pas, je serai en retard pour la première sonnerie. C'est dommage, dit Asia à contre-cœur. J'espère qu'on aura une autre chance un jour. J'accepterai volontiers votre offre la prochaine fois que nous nous rencontrerons, dit Issei avec force. Puis il se retourna et fit un signe de la main en marchant. À bientôt, Argento-san. J'espère qu'on se reverra bientôt, monsieur Yudu, dit Asia d'un ton joyeux en agitant vigoureusement la main. Et merci encore. Alors qu'Issei s'éloignait de l'église, l'augmentation du rythme cardiaque qu'il ressentait à proximité de l'église revenait lentement à la normale. Je ne pense pas que Bushu plaisantait en disant que l'église était dangereuse pour les démons, pensa Issei en courant vers l'école. Je devrais probablement parler à Bushu de cette religieuse, Asia, qui a été affectée à l'église abandonnée. Sur ce, Issei retourna à l'école en courant. Heureusement pour lui, il arriva en classe quelques secondes avant la sonnerie, s'épargnant ainsi le casse-tête d'un retard. Pause déjeuner. Tu es un idiot, s'écria Ria, frustrée, après avoir entendu le récit d'Issei sur les événements de ce matin. Je pensais avoir été claire. Tu ne devrais jamais t'approcher de l'église. Issei ne pouvait que baisser la tête. Il savait qu'il avait pris la mauvaise décision en s'adressant à l'église. Cependant, il savait qu'il recommencerait si cela pouvait aider quelqu'un. Malheureusement, ce ne serait jamais une raison suffisante pour Ria. D'accord, Riri, calme-toi, dit James en tapotant l'épaule de Ria. Au moins, ton pion n'est pas quelqu'un de sans cœur, pas vrai?
Après avoir appris qu'Issei avait rencontré une religieuse affectée à l'église abandonnée, Ria lui demanda d'arrêter de raconter son histoire. Elle appela alors James et Sona pour qu'ils prennent des nouvelles de l'église. Ainsi, ils pourraient prendre les mesures nécessaires pour contrer les éventuels plans des anges déchus. En entendant les paroles de James, Ria prit quelques inspirations profondes pour tenter de se calmer. Elle savait qu'Issei agissait ainsi uniquement parce que, derrière toute cette perversion, le garçon avait bon cœur. Malheureusement pour Issei, tout ce harcèlement sexuel, mêlé à la jalousie de ne pas pouvoir être aussi intime avec James que les autres filles, lui faisait souvent perdre son sang-froid. Et le plus souvent, Issei était l'exutoire de cette colère. Je sais, je suis juste un peu stressée, répondit Ria à James. Puis elle se tourna vers Issei et poursuivit, ce que tu as fait était une bonne chose, Issei. Mais j'étais juste inquiète pour ta sécurité. En entendant cela, Issei commença à se sentir coupable. Il savait que Ria lui avait conseillé de rester loin de l'église pour son bien. Mais il se sentait désolé pour la nonne perdue. Quoi qu'il en soit, Dante et Lady surveillent déjà les anges déchus qui se trouvent dans cette église, dit James avec indifférence. Comme ça, on saura s'ils font une bêtise. Quoi, s'exclama Issei, choqué. Il y a des anges déchus dans cette église? Cela signifie-t-il qu'Asia est en danger? Oh, on dirait que quelqu'un a le béguin pour la jolie nonne, dit James en plaisantant, en haussant un sourcil. Issei rougit légèrement aux taquineries de James, puis son expression changea en quelque chose de sérieux. Je ne dirais pas que c'est une passion, dit Issei en se grattant la tête. Mais comme c'est moi qui l'ai amené là-bas, je me sens responsable. En entendant cela, non seulement James, mais tous les présents furent choqués. Aucun d'eux ne s'attendait à entendre Issei dire quelque chose d'aussi mature. Et leurs expressions le montraient. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Demanda Issei, irrité par l'expression surprise sur tous les visages. Ara, ils grandissent si vite, dit Akeno en faisant semblant de pleurer. On dirait que l'autre jour, Issei harcelait sexuellement toutes les filles autour de lui. Mais maintenant, il s'inquiète pour la sécurité de l'enfant. C'est probablement vrai, Akeno-san, dit Koneko en grignotant un biscuit. Parce que l'autre jour, cet idiot pervers harcelait sexuellement toutes les filles autour de lui. Oh, maintenant que tu le mentionnes, dit Akeno en faisant semblant de réfléchir à la déclaration de Koneko. En entendant cela, Issei rougit de gêne. Pendant ce temps, tous les autres dans la pièce, à l'exception de Koneko, qui regardait Issei comme s'il n'était qu'un déchet, éclatèrent de rire. Chapitre 98, le prêtre psychopathe. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Peu après la séparation d'Issei et d'Asia, Sirzek travaillait sur des papiers dans son bureau. C'est alors que Greffia arriva avec une nouvelle qui allait certainement le rendre malheureux. L'interrogatoire concernant les anges déchus disparus est terminé, Seigneur Lucifer, dit Greffia en se tenant derrière Sirzek. Soupir, ça fait des siècles et je ne m'y suis toujours pas habitué, Greffia, dit Sirzek en posant le document qu'il venait de lire. Au fait, qu'as-tu découvert? Comme James l'a dit, il semble que de nombreux jeunes diables et demi-diables prometteurs aient été envoyés dans ce centre au fil des ans, dit Greffia, l'air inchangé. Cependant, son ton laissait entendre à tous ceux qui l'entendaient sa colère. Et le groupe des anges déchus était toujours informé à l'avance. Soupir, ont-ils donné des noms? Demanda Sirzek en se frottant le front. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, notre enquête s'arrêterait probablement là. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir de nom de leur part, a déclaré Greffia, la frustration visible dans son ton. Soupir, alors on ne peut pas faire grand-chose, dit Sirzek en prenant un autre document et en commençant à lire. À sa réponse, Greffia ne put que regarder Sirzek avec déception. Sirzek, cependant, ignorait les sentiments de sa femme. Ria m'a raconté la fois où James s'est emporté et a dit que les 4 grands satans n'étaient pas dignes de leur titre, pensa Greffia. Malheureusement, ce n'est pas loin de la vérité. Pour l'instant, la plupart d'entre eux ressemblent à des figures glorifiées. Contrairement à ce que croient la plupart des démons, les 4 grands satans ne sont pas les maîtres absolus de la société démoniaque. Nombre de leurs politiques ne voient jamais le jour, car elles doivent être examinées et votées par le Conseil. Les anciens satans n'auraient jamais accepté la décision du Conseil comme le font les satans modernes. Si on veut faire quelque chose, il va falloir rassembler des preuves, pensa Greffia en veillant sur Sirzek pour qu'il ne se relâche pas, je suppose que je vais devoir leur redemander de l'aide. Soupir. 23 heures. Monde humain, Japon, Kuo. Surplombant l'église abandonnée, Dante guettait depuis quelques heures tout nouveau mouvement des anges déchus. Ayant échangé ses services avec Lady 2 heures plus tôt, Dante s'ennuyait déjà. Dos à rébellion, empalé au sol, il ne pouvait s'empêcher de se parler un peu, un pistolet à la main. Zut, je déteste assigner des missions, murmura Dante en remontant son pistolet. Je ne sais pas comment Lady fait ça sans se plaindre. Alors qu'il finissait d'assembler le pistolet, Dante remarqua 2 personnes qui quittaient l'église. On dirait un exorciste perdu et... Ah, le mignon qui sait a rencontré aussi, si la description physique qu'il nous a donnée est correcte, dit Dante en gardant le pistolet à la taille. Puis il souleva Rébellion du sol et le plaça sur le dos. Je pense que je devrais les suivre. Alors qu'il suivait Asia et l'exorciste disparu, Dante contacta Lady et l'informa d'un mouvement. Il lui demanda de reprendre la surveillance et suivit ses 2 balises avant de mettre fin à la transmission avec Lady. Après les avoir suivis depuis l'église, Dante les conduisit jusqu'à un quartier résidentiel de la ville.
Tandis qu'il les suivait, il perçut une aura familière émanant d'une des maisons. Je crois qu'un des habitants de cette maison invoque un démon, dit Dante, percevant le signal magique en observant la maison. On dirait le chat de la fille Grémory. Alors que Dante réfléchissait à qui était invoqué, il remarqua que l'exorciste perdu et la blonde se dirigeaient également vers la même maison. Ah, ça pourrait être intéressant, se dit Dante en réduisant la distance. Et combler le vide était la bonne décision. Peu après être entré dans la maison, l'exorciste perdu demanda à Asia d'ériger une barrière autour de la maison, empêchant les démons d'y pénétrer par téléportation. Par coïncidence, cette barrière empêchait également les communications magiques d'y entrer ou d'en sortir. À cet instant, Koneko remplissait son contrat avec un invocateur. Vêtue de son uniforme scolaire, elle posait pour un tableau. Oui, elle n'était appelée que pour être mannequin. Cependant, dès que la barrière fut érigée, Koneko se mit en état d'alerte maximale. Son nez sentit une odeur de sang, beaucoup de sang. Puis, avant que son esprit ne puisse l'assimiler, son corps réagit et elle se déplaça pour dévier le bras d'un homme qui attaquait son invocateur par derrière avec une épée de lumière. Ching. S'étant positionné entre le peintre sans méfiance et l'agresseur, Koneko plaça le dos de l'un de ses petits poings contre l'avant-bras de l'agresseur et redirigea l'attaque sur le côté. L'attaque flagrante manqua le peintre et fendit en deux la table contenant son matériel artistique. Maintenant qu'elle eut le temps d'examiner l'agresseur, Koneko vit qu'il s'agissait d'un homme aux cheveux blancs et aux yeux rouges, vêtu d'une robe de prêtre. Oh, pas mal, petite démone, dit l'exorciste perdu avec un sourire maniaque. Mais comme tout le monde dans cette maison, toi et cet invocateur de démons répugnants allez mourir. Koneko ne put que froncer les sourcils devant la lueur folle dans les yeux de l'exorciste perdu. Elle se tint alors, protectrice, devant l'artiste effrayé. Est-ce qu'il vient de dire que nous allions mourir comme tout le monde dans cette maison, demanda le peintre en pâlissant après avoir assimilé les paroles de l'exorciste disparu. C'est vrai, dit l'exorciste d'une voix chantante. Ceux qui fréquentent les démons ne méritent rien de moins que la damnation. Salaud! Tu as tué ma femme et mes enfants, hurla le peintre, hystérique, en tentant de courir vers l'exorciste. Entourant Koneko, le peintre se précipita vers l'exorciste, la colère brûlant dans le regard. Cependant, avant qu'il puisse lever le poing, il sentit une pression froide sur son front. En se calmant et en regardant de plus près, il remarqua une arme dans la main tendue de l'homme qui avait assassiné sa famille. Et cette arme était le métal froid pressé contre son front. Après avoir tiré cette conclusion, le peintre se mit à trembler de peur. Tu ne devrais pas être si en colère ou effrayé, dit l'exorciste, conservant son sourire maniaque. Après tout, je t'envoie les rencontrer en enfer. Juste avant que l'exorciste n'appuie sur la gâchette, Koneko s'approcha du peintre et lui arracha les jambes. Perdant l'équilibre, le peintre tomba au sol, et l'exorciste appuya enfin sur la gâchette. Populaire. Du pistolet, une balle émettant une lumière sacrée fut tirée, laissant un trou de la taille d'un heurtoir dans le mur. L'épée et le pistolet de l'exorciste perdu sont des équipements d'exorcisme standard utilisés par les prêtres de l'église et les exorcistes perdus pour traquer les êtres surnaturels. Les exorcistes chassant principalement de dangereux démons, les éléments de lumière sacrée formés par les lames de leurs épées et émis par les balles tirées par leurs pistolets sont des armes parfaites contre eux. Oh, tu es encore meilleur que je ne le pensais, dit l'exorciste, son sourire se transformant en froncement de sourcils. Mais tu commences à t'ennuyer. Pourquoi ne meurs-tu pas, tout simplement? L'exorciste commença alors à tirer sur Koneko. Malheureusement, il ne put empêcher les tirs. Incapable de laisser le peintre sans protection, il l'emmena avec lui. Cela, bien sûr, rendit la contre-attaque beaucoup plus difficile. Kia! Alors que l'exorciste s'apprêtait à coincer Koneko et le peintre qu'elle protégeait, le cri d'une petite fille se fit entendre dans une autre pièce. Soupir, cette fichue fille est tellement agaçante, murmura l'exorciste en se grattant le côté de la tête avec son arme. Père! Père, libéré, cria Asia en courant dans la pièce. Qu'est-il arrivé à ces gens-dents? J'ai puni ces païens, dit l'exorciste, Fried, un sourire maniaque revenant sur son visage. Tous ceux qui osent conspirer avec les démons méritent la damnation. Comment as-tu pu les tuer? Demanda Asia en larmes. Espèce de connasse sympathisante, s'exclama Fried en courant vers Asia et en la frappant au visage avec le canon de son arme. Tu es là pour m'aider. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit de remettre en question mes décisions? Si ces anges déchus n'avaient pas besoin de toi vivante, je te punirais avec ces païens et ce démon. Tout en parlant, Fried souleva Asia du sol et la tira par les cheveux. Ce geste révéla la douleur qu'elle ressentait. Puis, armé de son pistolet, Fried commença à la caresser partout. Et, le regard plein de désir, Fried reprit la parole. Mais bien sûr, ces anges déchus n'ont jamais dit que je ne pouvais pas m'amuser avec toi, dit Fried en riant hideusement. En fait, je te suggère de la laisser partir, si tu aimes qu'on te tienne les deux mains, bien sûr. Populaire. Suite à l'avertissement du nouveau venu, un coup de feu retentit et l'arme que Fried tenait à la main fut hors de portée. Fried s'éloigna alors rapidement d'Asia tandis qu'une grande épée occidentale tombait d'en haut. Suivant la lame de l'épée maintenant plantée dans le sol, Fried vit qu'elle menait à la main d'un homme grand, aux cheveux blancs et aux yeux bleus. Putain de garce, hurla Fried avec colère à Asia. Tu ne sais même pas installer une barrière correctement? Comment un autre démon a-t-il pu entrer ici? Waouh, on dirait que quelqu'un a besoin de gérer sa colère, dit Dante nonchalamment.
Tu es tout aussi coupable qu'elle. Quoi? C'est elle qui a érigé cette foutue barrière, espèce d'idiot, hurla Fried avec colère en brandissant son épée de lumière comme un enfant en colère. Comment est-ce possible que ce soit ma faute? Eh bien, si je ne t'avais pas suivi depuis que tu as quitté l'église, tu avais peut-être raison, dit Dante en se grattant la tête. Et comme je suis entré dans la maison en même temps que vous deux, la barrière n'a pas pu m'arrêter. En entendant cela, Fried et Asia furent tous stupéfaits. Puis, d'une voix aiguë, Fried cria à nouveau. À l'aide, cria Fried en se serrant contre lui pour le protéger. Un harceleur pervers me suit. Après avoir entendu l'explosion de Fried, tous les assistants, à l'exception d'Asia, restèrent impassibles. Asia, quant à elle, était encore sous le choc des événements de la nuit. Cependant, au moment où tout le monde était pris au dépourvu par les cris de Fried, ce dernier profita de ce léger moment de concentration pour lancer une grenade assourdissante, obligeant chacun à se couvrir les yeux par réflexe. Lorsqu'ils recouvrèrent la vue, l'ancien prêtre psychotique avait disparu. Zut, ce salaud s'est enfui, dit Dante en posant rébellion sur son dos. Et, Minou, peux-tu contacter ton roi et lui dire ce qui s'est passé? Ne m'appelle pas comme ça, dit Koneko en tournant la tête. Mais James t'appelle comme ça tout le temps, dit Dante, confus. Tu n'es pas James Nii, dit Koneko d'un ton neutre. Dante marqua une brève pause devant cette réponse brutale. Haussant les épaules, il se tourna vers Asia, encore sous le choc. Puis il s'adressa à la religieuse. Dis donc, mon petit, tu crois que tu pourrais faire tomber cette barrière? Demanda Dante. Il faut faire quelque chose pour le désordre que ce psychopathe a créé. Acquiesçant machinalement, Asia accéda à la demande de Dante. Peu après, Koneko contacta Ria, tandis que Dante contactait James pour lui faire ses rapports. Finalement, Akeno et Tsubaki arrivèrent pour prendre en charge le suivi. Après avoir effacé les souvenirs du peintre de cette nuit-là et en avoir inventé de faux concernant le meurtre de sa famille, les 4 démons et la religieuse quittèrent la maison. Ils appelèrent ensuite les autorités et emmenèrent Asia avec eux dans le quartier résidentiel où vivaient James, Ria et Sona. Chapitre 99, la religieuse excommuniée, Asia Argento. Monde humain, Japon, Kuo. Accompagnés d'Asia, Akeno, Tsubaki, Koneko et Dante se dirigèrent vers le quartier résidentiel UP où se trouvaient les manoirs de James, Ria et Sona. Après les événements de Fried Selzen, l'exorciste perdu Asia fut affecté au service des anges déchus. À leur arrivée, le groupe était réuni dans le salon du manoir de Ria. Peu après, Asia rencontra les 3 nobles. Enchanté de vous rencontrer, mademoiselle Argento, dit James avec un sourire amical. Sentant la gentillesse sincère émaner de la personne en face d'elle, Asia était perplexe. On lui avait déjà dit que tous les gens qu'elle rencontrerait ce soir étaient d'une nature démoniaque. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi amicaux. Depuis toute petite, l'Église lui avait appris que tous les démons étaient des incarnations du mal. Bonsoir, ravi de vous rencontrer aussi, répondit Asia nerveusement. Waouh, cette fille est vraiment mignonne, comme l'a dit Issei, dit Ria en regardant la religieuse devant elle. En entendant le commentaire de Ria, le nom d'Issei lui rappela le gentil garçon qui l'avait aidé à trouver son chemin jusqu'à l'église ce matin-là. Elle regarda alors autour d'elle les personnes présentes et trouva celui qu'elle cherchait. Surprise et choquée, elle se dirigea vers le seul visage familier dans la pièce. Monsieur Yudu, êtes-vous vraiment un démon? Demanda Asia, hésitante. Comment quelqu'un d'aussi gentil que vous peut-il être un démon? En entendant cela, certains des nouveaux membres du monde surnaturel restèrent perplexes. Ce qui était logique, la plupart des démons qu'ils avaient rencontrés se trouvaient dans cette pièce. Et tous manifestaient de la gentillesse, entre autres émotions, comme n'importe quel humain qu'ils avaient rencontré. Voyant la confusion, surtout sur le visage de ses pairs, Sona décida de prendre la parole. Mademoiselle Argento, je suis sûre que pendant la majeure partie de votre vie, l'Église a prêché que les démons étaient mauvais, n'est-ce pas? Demanda Sona calmement. Ouais, répondit nerveusement Asia. Ce faisant, elle se rapprocha inconsciemment d'Issei. En voyant cela, les yeux de Ria commencèrent à briller. Si je joue bien mes cartes, je pourrais peut-être la convaincre de rejoindre ma noblesse, pensa Ria après avoir constaté les signes de dépendance d'Asia envers Issei. Pendant que Ria planifiait l'acquisition d'un nouveau membre pour sa pairie, Sona continuait son explication. Il s'avère que les démons ne sont pas si différents des humains, dit Sona en ajustant ses lunettes. Hormis le fait que leur corps devient plus fort la nuit, il n'y a pas de différence majeure. Tout comme chez les humains, il y a de bons et de mauvais démons au sein de notre espèce. Suite aux explications de Sona, Asia marqua une pause pour réfléchir à ce qu'elle avait à dire. Au bout de quelques instants, elle comprit que c'était vrai. Et contrairement à la plupart des croyants fervents, Asia croyait désormais qu'il y avait du bon en chacun, même si c'était caché. Je suppose que cela a du sens, dit Asia avec une expression contemplative sur son visage. Cependant, la raison pour laquelle nous vous avons amené ici est principalement parce que nous étions curieux, a déclaré Sona, poursuivant la conversation. Curieuse? À propos de moi, demanda Asia en inclinant la tête sur le côté. Ouais, je suis curieux de savoir pourquoi une fille gentille et de bonne humeur comme toi a été affectée à une église abandonnée qui a été reprise par des anges déchus, a déclaré James avec un sourire. Asia hésita à répondre à la question de James. Tournant la tête après avoir senti une main sur son épaule, elle vit Issei lui sourire. Ne t'inquiète pas, dit Issei d'un ton doux. Même s'ils ne se connaissent pas, ce sont tous des gens bien.
tu es la dernière personne ici à avoir le droit de traiter quelqu'un de bizarre, crièrent tous mentalement en même temps. En entendant les paroles rassurantes d'Issei et en voyant son doux sourire, Asia se calma. Puis, elle regarda les autres personnes présentes et commença à parler. Mes premiers souvenirs remontent au temps que j'ai passé dans un orphelinat, a déclaré Asia en commençant son récit. Il s'avère qu'Asia a grandi dans un orphelinat géré par une église. Élevée dans la foi fervente du Dieu biblique, Asia trouvait la paix dans le temps qu'elle consacrait à la prière. Et les choses en seraient probablement restées là, jusqu'au jour où elle a trouvé un chiot blessé à l'orphelinat. Dévastée par la douleur du petit animal, elle a prié pour son salut. Cependant, à la surprise d'Asia et de tous ceux qui l'entouraient, ses mains ont émis une douce lueur verte. Baignées de cette douce lueur, les blessures du chiot ont commencé à cicatriser, visibles à l'œil nu. Peu après cet événement, des membres haut placés de l'église vinrent chercher Asia. Au cours des années suivantes, Asia fut saluée comme une sainte vierge. Avec son pouvoir de guérir toutes les blessures, ce titre était parfaitement approprié. Malheureusement, elle fut aussi isolée en raison de son don. Une sainte vierge n'a besoin que de son amour pour le Seigneur. C'est ainsi qu'on lui expliqua l'isolement auquel ils la forcèrent. Et pendant des années, elle vécut ainsi. Un jour, en rentrant chez elle après la prière du soir, elle rencontra un homme blessé. Sans hésiter, Asia fit tout ce qu'elle pouvait pour le guérir. Après l'avoir guéri, elle le remercia et partit. Cependant, moins d'1 heure plus tard, les responsables de l'église reçurent un rapport selon lequel Asia avait guéri un démon. Cela me semble être une sorte de conspiration stupide, pensa James. Que veux-tu dire, partenaire, demanda Drake avec curiosité. Tout d'abord, comment le rapport a-t-il pu parvenir à l'église si vite, demanda James en lui caressant le menton. Deuxièmement, si ce type était vraiment un démon, comment a-t-il pu s'approcher si près d'une sainte vierge sous la protection de l'église? Ignorant la conversation interne de James avec Drake, Asia continua son histoire. Lorsque l'église a appris que j'avais guéri un démon, j'ai été excommuniée, a raconté Asia avec tristesse. Mais je ne pouvais rien y faire, alors j'ai quitté l'église. Peu après, une femme m'a abordée et s'est présentée comme un ange déchu. Elle m'a dit que si je la suivais, je retrouverais un but. Et puis tu as atterri ici, à Kuo, et tu as rejoint ce fou dont Koneko et Dante ont discuté plus tôt, c'est ça, demanda James en fronçant les sourcils. Voyant James froncer les sourcils, Asia devint nerveuse. Cependant, tous les autres présents savaient que James était plongé dans ses pensées. Après quelques instants de silence, James reprit la parole. Dante, la dame surveille toujours l'église, n'est-ce pas, demanda James. Oui, ça devrait l'être, répondit Dante. Tant qu'il ne se passe rien. Contactez-la et découvrez si le prêtre psychopathe est déjà revenu. Sur ordre de James, Dante partit contacter Lady. Remarquant que quelque chose n'allait pas, Sona demanda ce qui se passait dans la tête de chacun. James, tu crois qu'il y a autre chose, demanda Sona en essayant de comprendre ce que James pensait. C'est vrai, dit James. Peu après la réponse de James, Dante revint dans la pièce et confirma que Lady surveillait toujours l'église. De plus, Fried n'était pas encore rentré. Tout va bien, Ayam, dit James à personne en particulier. Un instant plus tard, Ayam apparut devant James sur un genou, surprenant Asia au passage. James-sama, quels sont tes ordres, demanda Ayam, libéré de toute perversité. J'ai besoin que tu infiltres cette église, dit James d'un ton solennel. Découvre exactement ce que manigancent ces anges déchus. Trouve qui leur a donné l'ordre de s'installer à Kuo et découvre ce qu'ils veulent de Mademoiselle Argento. Que personne ne découvre ton existence. Compris, dit Ayam, puis elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Comment a-t-elle, murmura Asia, surprise. Eh bien, c'est une ninja, dit Issei avec un sourire ironique. Du coup, elle apparaît et disparaît souvent comme ça. Un ninja, demanda Asia, surprise. Puis, ses yeux s'illuminèrent tandis qu'elle continuait. Comme le noyau furtif de Bleach? En entendant la question d'Asia, tout le monde fut surpris. Puis, tous regardèrent James avec un sourire. Eh bien, eh bien, eh bien. On dirait que tu as un autre fan, James, dit Ria d'un ton moqueur. Eh bien, je vais bien, dit James avec un sourire suffisant. Hein? De quoi tu parles, demanda Asia, perplexe. L'auteur du manga Bleach dont tu viens de parler. Répondit Issei à la question d'Asia. Puis, lorsqu'elle se tourna vers Issei, il le pointa du doigt et poursuivit, c'est James sans paix. Il fallut quelques secondes à Asia pour assimiler ce qu'Issei venait de lui dire. Mais lorsqu'elle comprit, ses yeux brillèrent comme des torchées surpuissantes. Puis, comme si sa nervosité était un mensonge, elle courut devant James. À son arrivée, elle tenait des piles de mangas de Bleach dans chacune de ses mains. C'est juste une humaine normale, n'est-ce pas, demanda Tsubasa après avoir vu l'accélération instantanée d'Asia. Je pense que oui, répondit Momo, incertaine. Où as-tu trouvé ces mangas, demanda Gaspé avec curiosité. Je ne sais pas, répondit Koneko en secouant la tête. Ne prêtant aucune attention aux conversations autour d'elle, Asia regarda James avec une expression impressionnée. Si ça ne vous dérange pas, puis-je avoir votre autographe, demanda Asia, nerveuse et pleine d'espoir. James accepta leur demande avec un sourire. En dédicaçant les livres, il posa la question que tout le monde se posait. Dis donc, Asia.
Ça ne te dérange pas que je t'appelle comme ça, n'est-ce pas? Demanda James en dédicaçant des exemplaires de Bleach. Après qu'Asia eut acquiescé, James poursuivit sa question. Asia, où as-tu trouvé ces exemplaires? Tu n'as pas d'autre sac que ce petit, n'est-ce pas? Oh, Asia devint nerveuse après avoir entendu la question. En vérité, je les garde attachés à mon corps à cause de cette coutume. Ce sont mes biens les plus précieux, et je ne veux pas les perdre. En entendant la réponse de la jeune fille, tout le monde fut stupéfait. James fut également surpris par cette réponse. Cependant, il ne cessa pas de signer le manga devant lui. Pendant que James signait des exemplaires de Bleach pour Asia, Ria s'approcha de Sona et lui posa une question. Cette scène ne te semble-t-elle pas familière? Demanda Ria dans un murmure. Ouais, c'est très similaire à ce qui est arrivé à Yasaka à Kyoto avant qu'elle ne nous montre la ville, répondit Sona en examinant l'Asie. Est-ce que ça veut dire qu'une autre fille va se disputer l'attention de James? Demanda Ria en faisant la moue. Je ne sais pas, répondit Sona. On verra bien. Tandis que Ria et Sona discutaient de la possibilité qu'Asia tombe elle aussi amoureuse de James, le garçon en question termina de dédicacer des exemplaires de Bleach à Asia. Puis, après avoir chaleureusement remercié James, il se retourna et courut devant Issei. Regarde, je les ai tous dédicacés, dit Asia avec enthousiasme en montrant ses trésors à Issei. En voyant cela, Ria et Sona ne purent que sourire ironiquement. Je ne pense pas que nous devrions nous inquiéter pour elle, dirent-ils tous les deux simultanément. Ce n'est pas comme si toutes les filles qu'il rencontre allaient tomber amoureuses de lui, a déclaré Ria avec un petit sourire. C'est vrai. Sona hocha la tête. Mais c'est tellement extraordinaire que c'est toujours incroyable que ça n'arrive pas. Peu après, le groupe se dispersa pour la nuit. Asia reçut une chambre au manoir de Ria pour se protéger. Pour l'instant, le groupe ne pouvait qu'attendre les résultats de l'enquête d'Ayam. En attendant de nouvelles informations, Shion serait chargé d'assurer la sécurité d'Asia pendant la journée, tandis que les autres vaquaient à leurs occupations habituelles. Chapitre 100, avant l'attaque contre l'église. Monde humain, Japon, Kuo. Le lendemain, la classe se rendit à l'école comme d'habitude. Pendant ce temps, Dante et Lady veillaient sur l'église. Ils remarquèrent qu'un ange déchu était parti pour une raison inconnue. Décidant qu'elle valait la peine d'être traquée, Lady la suivit en secret. Pendant ce temps, Ayam n'était toujours pas revenu de sa mission. Pendant que les autres étaient occupés, Shion et Asia exploraient la ville. Tandis qu'Asia s'émerveillait de toutes les nouveautés qu'elle n'avait jamais vues en tant que membre de l'église, Shion marchait à ses côtés. Trouvant l'ancienne religieuse adorable à ses côtés, un sourire illuminait constamment son visage tandis qu'il traversait la ville. Finalement, Shion remarqua une présence qui les observait. Fronçant légèrement les sourcils, Shion décida de ne pas attaquer celui qui les poursuivait. Cependant, s'il se comportait de manière hostile, ce serait une autre histoire. Cependant, peu après avoir détecté le poursuivant, Shion sentit également la présence de Lady. À vrai dire, avec le niveau de furtivité de Lady, cela aurait été impossible dans la plupart des cas. Cependant, Lady laissa sa présence filtrer un instant. Ainsi, Shion savait qu'il ne fallait pas agir imprudemment. De plus, l'ange déchu, qui avait également senti la présence d'autrui, pourrait y réfléchir à 2 fois avant de faire une bêtise. Zut, pensa l'ange déchu aux cheveux noirs. Pourquoi cette fille a-t-elle un démon? Ne devrait-elle pas vouloir rester aussi loin d'eux que possible après l'incident qui a valu son excommunication? Bien que l'ange déchu fût bouleversée, elle n'était pas assez stupide pour tenter de reconquérir Asia alors qu'un démon aussi puissant était à ses côtés. Bien que consciente de sa force comparée à la plupart des humains, elle était pleinement consciente de sa faiblesse face aux êtres du monde surnaturel. Après tout, elle n'était pas suicidaire. Un ange déchu à 2 ailes comme elle n'était qu'un être surnaturel de rang inférieur. Cependant, elle ne pouvait même pas mesurer la force de Shion, la femme qui accompagnait Asia. Autrement dit, sa force était bien inférieure à la sienne. Ainsi, pendant le reste de la journée, jusqu'au coucher du soleil, l'ange déchu poursuivit Asia. Au même moment, la dame le suivit. À la fin de la journée, chacun retourna à sa base d'opération. Peu après le retour de Shion et Asia au quartier résidentiel, le reste du groupe arriva. Peu après, tandis qu'Asia discutait de sa journée avec Ria et les membres de sa noblesse qui vivaient avec elle, la dame rencontra James dans son atelier. « Alors, tu es en train de me dire que les anges déchus ont suivi Asia toute la journée ?» demanda James en haussant un sourcil. « Est-ce que ça veut dire qu'elle fait partie intégrante de leur plan ?»« Je n'en suis pas sûre, » répondit Lady en secouant la tête. « Elle en sait peut-être plus qu'on ne le pense. »« Et tu as peur que cette information soit divulguée, n'est-ce pas ?» demanda James, complétant le raisonnement de Lady. Puis il secoua la tête et reprit la parole. « Bien que ce soit possible, c'est peu probable. »« Pourquoi cela ?» demanda la dame avec curiosité. Parce que si Asia avait eu des informations cruciales, il ne l'aurait jamais mise en relation avec ce prêtre psychopathe, dit James d'un ton assuré. Je veux dire, d'après les rapports de Dante et Koneko, ce type armé l'a fouettée juste parce qu'elle l'avait énervé. C'est logique, dit Lady en hochant la tête. Alors pourquoi semble-t-il si intéressé par elle? Aucune idée. James haussa les épaules. Nous espérons qu'Ayam trouvera une réponse à cette question. Peu après cette conversation, Lady partit pour relever Dante de ses fonctions de veilleur. La soirée se poursuivit sans incident. Le lendemain se déroula sans incident pour les élèves du groupe.
Pendant ce temps, Xion accompagnait Asia une fois de plus pour explorer la ville. L'ange déchu qui les poursuivait continuait de les suivre. Cependant, les choses changèrent cette nuit-là. Alors que James dessinait à nouveau dans son atelier, Ayam apparut soudain. Agenouillée, la tête baissée, elle prit la parole dès que James posa son crayon. James-sama, j'ai terminé mon enquête, dit Ayam avec respect. Oh, c'était plus rapide que prévu, dit James en souriant. Alors, qu'as-tu réussi à trouver? J'ai découvert pourquoi les anges déchus sont venus à Kuo, dit Ayam en levant la tête pour croiser le regard de James. Et je sais aussi pourquoi ils ont amené Argento-san ici. Oh, c'est plus que ce à quoi je m'attendais en si peu de temps, dit James avec un léger sourire. Tu es très doué, Ayam. Merci pour le compliment, James-sama, dit Ayam en baissant la tête. D'abord, pourquoi ne m'expliques-tu pas pourquoi les corbeaux sont là, demanda James en se calant dans son fauteuil. D'après ce que j'ai compris, ils ont été envoyés ici pour tuer tous les porteurs de Sacred Gear non éveillés qu'ils pourraient trouver, répondit Ayam. Heureusement, il n'y a plus de nouveaux porteurs de Sacred Gear depuis que ce garçon, Saji Janshiro, a éveillé son Sacred Gear, Absorption Line. Ouais, heureusement pour eux, dit James d'un ton glacial. S'ils avaient tué des innocents qui n'étaient pas déjà liés au surnaturel, je les aurais éliminés sans hésiter. En entendant la froideur du ton de James, Ayam ne put s'empêcher de rougir et de trembler. S'en rendant compte, James s'empressa de contenir ses émotions et adressa un doux sourire à Ayam. Une fois Ayam calmé de sa torpeur masochiste, James posa sa question suivante. Alors pourquoi ont-ils envoyé Asia dans cette ville, demanda James avec curiosité. Les deux ne semblent pas avoir de lien. C'est vrai, ils ne sont liés ni directement ni indirectement, dit Ayam en hochant la tête. Ils ont amené Argento-san ici pour que Reynard, la chef de leur groupe de 4 anges déchus, puisse extraire son Sacred Gear, Twilight Healing, et s'en emparer. Zut, c'est cruel, dit James en serrant les poings. Séparer un Sacred Gear de son hôte se solde la plupart du temps par la mort. En effet, acquiesça Ayam. Eh bien, tu as fait du bon travail, Ayam, dit James après quelques instants de réflexion. Nous allons devoir transmettre cette information à Riri et Sona. Elles décideront de la suite. Compris. Je vous préviens immédiatement, dit Ayam en disparaissant de l'endroit où elle était agenouillée. Après cela, James n'avait plus envie de dessiner. Il quitta le bureau et descendit. Dans le salon, Léona, Misor, Moka, Shuna et Xion regardaient la télévision en discutant joyeusement. La première à remarquer l'entrée de James fut Misor, assise la plus proche. Lorsqu'elle le vit, elle se leva et le salua. Suivant ses instructions, James alla à ses côtés. Dès son arrivée, elle le prit par le bras et le fit asseoir à la place qu'elle occupait auparavant. Puis elle s'assit sur ses genoux. Après s'être installée confortablement, ses lèvres esquissèrent un sourire satisfait et elle hocha joyeusement la tête. « As-tu déjà pu choisir ton prochain manga ?» demanda Léona une fois James assis et Misor confortablement installé sur ses genoux. « Non, mais je n'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, » répondit James avec indifférence. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda Moka, l'air sérieux. « On peut dire ça, » dit James en haussant les épaules. Ayam est revenue et a fait part de ses conclusions. Puis elle est allée faire son rapport à Riri et Sona. « De la drogue ?» dit Léona avec colère. Je ne sais toujours pas comment il entre et sort d'ici sans que personne ne le remarque. On l'ajoute aux figures de ninja et on s'arrête là, dit James en souriant. En fait, je crois que je vais le dessiner cette fois. En apprenant que James avait choisi son prochain projet, Misor était ravie. En tant qu'assistante, elle adorait travailler sur des mangas avec James. Après tout, c'était un moment d'intimité pour eux. Qu'est-ce que c'est ? demanda Misor avec enthousiasme. Celui où j'ai eu l'idée de ta technique du miroir de glace, dit James en souriant à la fille excitée sur ses genoux. Je pense que nous nous éloignons du sujet, dit Moka d'un ton sévère. Tu t'inquiètes trop, Moka, dit James avec un hochement de tête dédaigneux. D'après le rapport d'Ayam, la force des anges déchus se compose de 4 anges à 2 ailes et d'une trentaine d'exorcistes perdus qui pourraient probablement combattre un être de niveau faible à moyen, tout au plus, même seul. Ce prêtre psychopathe est une exception. On devrait capturer plutôt qu'exterminer, non ? demanda doucement Shuna. Extraire des informations serait une bonne idée, non ? C'est exact, répondit James en hochant la tête. Mais Syria apportait toute sa noblesse, je suppose que ce ne serait pas un gros problème. Et qu'entends-tu par « un psychopathe est une exception » demanda Moka avec curiosité. D'après Dante, il devrait être capable de combattre un être de niveau moyen à intermédiaire. James expliqua ce qu'il savait du prêtre, d'après le rapport de Dante. Donc, s'il a tout investi pour s'échapper, je ne suis pas sûr que quiconque dans la noblesse de Ria puisse l'arrêter. Comment se fait-il que même le membre le plus faible de votre noblesse soit au niveau intermédiaire, n'est-ce pas ? demanda Xion, la confusion perceptible dans son ton. C'est simple, en fait, dit James avec indifférence. Fried a bien plus d'expérience dans les combats à mort. Oh, répondit Xion, comprenant rapidement l'explication simple. Bref, Riri et Sona arriveront probablement après mon rapport à Sirzek et Soratan, dit James en souriant. Quelqu'un veut un Street Fighter en attendant ? En entendant cela, Léona et les filles, à l'exception de Shuna, plissèrent les yeux face à la provocation. Shuna, quant à elle, sourit gentiment en regardant les autres.
Vu leur puissance, elle était toujours surprise de voir leur enthousiasme pour un jeu vidéo où des humains s'affrontaient. Quoi qu'il en soit, elle aimait regarder ses amis compétitifs jouer et s'amuser. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, James n'était pas un acteur majeur des jeux de combat chez les Alavru. Sa mère, Leona, affichait le pourcentage de victoires le plus élevé parmi tous les joueurs. Pourtant, la différence n'était pas flagrante. En fait, elle semblait s'assurer que les scores de victoire et de défaite de chacun soient suffisamment proches pour que chacun ait envie de jouer ensemble. Du moins, c'est ce que James pensait. Cependant, il n'avait aucun moyen de le prouver. Sonnerie, sonnerie. Environ 1 heure après le début de la partie, la sonnette retentit. Shuna, qui ne participait pas au mini-tournoi, se porta volontaire pour ouvrir. À son retour, Ria, Sona et leurs compagnons la suivirent. Flora et Ayam étaient également avec eux. Et bien sûr, Asia, la cible de la protection actuelle, était également présente. Puisque vous êtes tous là, je pense que vous avez reçu vos ordres, dit James en posant sa manette de jeu. C'est exact. Sona hocha la tête. La sœur aînée nous a informé que le ciel avait répondu positivement à la raison pour laquelle nous avions été forcés d'envahir l'église. Nous devons capturer autant d'anges déchus et d'exorcistes perdus que possible vivants, a déclaré Ria avec une expression solennelle. Et ceux que nous ne pouvons pas capturer vivants ne devraient pas pouvoir s'échapper, a déclaré Sona, reprenant là où Ria s'était arrêtée. Alors, que veux-tu qu'on fasse, demanda James en haussant un sourcil. Rien, X2. Ria et Sona répondirent à la question de James d'un ton sérieux, ce qui le déconcerta. La confusion se lisant sur son expression, Sona décida d'expliquer sa décision. Même si je déteste l'admettre, Ria et moi avons trop confiance en toi, James, dit Sona en ajustant ses lunettes. Tu es censé être notre garde. Mais tu gères tout, de notre protection à celle de la ville entière. Si les choses continuent comme ça, nous ne progresserons pas beaucoup avec cette formation en gestion des terres que nos familles nous ont donnée, a déclaré Ria, complétant l'explication de Sona. Voyant la conviction dans les yeux de Ria et Sona, James se gratta la tête et parla avec résignation. D'accord, je comprends, dit James. Après une courte pause, James poursuivit. Cependant, nous vous accompagnerons. Et avant que vous ne commenciez à vous plaindre, je suis censé être votre garde, alors ma noblesse et moi vous accompagnerons pour nous assurer que tout se passe bien. Nous n'agirons qu'en cas de nécessité, d'accord ? En entendant cela, Ria et Sona eurent une brève conversation, se regardant dans les yeux, puis acceptèrent la demande en mariage de James, si l'on peut dire. Sur ce, James sourit et posa sa dernière question. Alors, quand commence l'opération ? Tout de suite. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.